Ils buvaient dans le même verre, toujours sans se quitter des yeux. Ils faisaient la même prière, d'être toujours, toujours heureux. Parmi les gravats, ils souriaient, dans ce petit bal qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. Et c'était bien. Bonsoir, bienvenue, heureux de vous retrouver. Ce soir, nous allons au théâtre, nous allons au cinéma, nous allons en prison et nous allons essayer de nous interroger sur cette question lancinante. Que deviennent les journalistes qui sont, à ce jour, peut-être une espèce en voie de disparition? Avec nous, Denis Lavant, Razerka Bensadia Lavant. Merci d'être avec nous pour un spectacle qui a pour titre Timon d'Athènes, Shakespeare et Slam. Dans le titre, toute l'intention de la metteur en scène que vous êtes, avec Timon d'Athènes, qui est cet acteur que j'ai devant moi. Reda Kateb, bonjour. Qu'un seul tienne et les autres suivront. Premier film de Léa Fener, premier long métrage de Léa Fener, particulièrement réussi, avec vous comme acteur principal. À vos côtés, Arnaud Gaillard, vous êtes sociologue. Bonjour Arnaud Gaillard. Bonjour. Vous êtes aussi en charge, et c'est important de le dire dans cette émission, qui en fait un de ses leitmotifs, vous êtes en charge du 4e congrès contre la peine de mort qui aura lieu l'année prochaine en Suisse, au printemps. Et vous êtes ici ce soir pour Sexualité et prison, désert affectif et désir sous contrainte, publié chez Max Milo, et vous allez nous parler du respect de l'individu, du respect de l'intimité et de cette chose qui s'appelle Sexualité en prison. Comment et pourquoi? À vos côtés, deux collègues. Alors, on est dans une émission spéciale copinage, mais je crois que c'est la première fois en 10 ans que je reçois des copains dans l'émission, mais ce sont des copains qui réfléchissent. C'est jamais trop tard pour mal faire. Exactement. Des copains qui réfléchissent. Les mots de l'actu, c'est Claude Sérillon, c'est chez Marabout. Journaliste à la niche de Pompidou à Sarkozy, c'est Bruno Mazur, c'est chez Hugo et compagnie. Et je le disais avec vous, on va essayer de réfléchir à le journalisme aujourd'hui, comment on a pu le faire ces dernières années et comment il est aujourd'hui. Je posais la problématique de la possibilité que ce soit une espèce en voie de disparition, peut-être. Musique également dans cette émission avec Aïn Aleph. Vous allez voir, elle est douée et elle joue magnifiquement du piano. Timon d'Athènes, Razerka Bensadia Lavant. Pourquoi est-ce que ce garçon de Shakespeare vous a inspiré? Pourquoi il m'inspire, Shakespeare? Parce qu'en fait, il tombe à chaque fois assez juste. Enfin, il rencontre mes préoccupations. Et en tout cas, particulièrement ce texte de Timon d'Athènes que j'ai découvert en faisant travailler Denis déjà sur ce même texte et en étant assez bouleversée en me disant que ça doit être horrible d'imaginer qu'on a beaucoup d'amis, qu'on construit sa vie sur des valeurs, et en imaginant parfaitement qu'en cas de difficulté, on va être entouré, et d'un seul coup se rendre compte que non, en fait, c'est pas ça. Timon d'Athènes, c'est ce garçon qui, à Athènes, a beaucoup d'argent, donc beaucoup d'amis, il est très bling-bling, et du jour au lendemain, c'est terminé, et il essaie d'appeler ses amis et de leur dire... Oui. C'est presque un peu plus complexe, parce qu'en fait, il est persuadé, mais vraiment persuadé, d'avoir des amis, et le fait d'être ruiné ne l'inquiète pas. En fait, c'est assez beau d'imaginer qu'on peut avoir des croyances qui nous font vivre, et parce qu'il est dans le don. Il considère que l'argent, c'est vraiment quelque chose qui doit être partagé. Et c'est juste un moyen, c'est absolument pas une fin. Et donc, à partir du moment où on lui annonce qu'il est ruiné, lui dit, c'est pas grave, puisque j'ai des amis.
Sauf qu'il n'a plus d'amis, qu'il devient misogyne et qu'il devient le prototype même du misogyne. Misanthrope, pardon. Non, mais dans misanthrope, il y a misogyne. Hein, c'est voilà. Il devient misanthrope. Mais alors complètement. J'adorais l'absus. Il ne reviendra pas, même si Alcibiade essaie de le ramener à Athènes. Non, Alcibiade, moi ce qui m'a intéressée aussi dans la pièce, c'est le fait qu'on ait deux trajectoires comme ça, deux façons de réagir devant la difficulté. C'est-à-dire qu'on a un Timon d'Athènes qui se prend une espèce de grande blessure narcissique aussi parce qu'on lui refuse quelque chose, qui finit par tomber dans la dépression. Donc lui va fuir complètement l'humanité, il va plus avoir envie du tout d'être en contact avec le moindre humain, il va devenir fou. Donc ça va jusqu'à la folie, quoi. Donc c'est ce thème de la misanthropie. Ça vous va bien, ça, hein? Je connais un peu, ouais. Quoi, j'ai expérimenté déjà. Quoi, je veux dire, à titre professionnel. Professionnel. C'est la femme qui dit à titre professionnel, parce que vous êtes aussi à la ville époux et épouse. Hein. Exact. Mais ce rôle, c'est évidemment vous, ça ne pouvait pas être quelqu'un d'autre. C'est pas du tout évidemment moi, quoi. Je me suis dérangé un petit peu, quoi. Comme pour tout personnage, quoi. Mais ça me plaît bien, c'est une belle trajectoire. On regarde un extrait de cette pièce, et ensuite on réfléchit à cette idée de Timon d'Athènes, Shakespeare et Slam. Extrait. Mères de famille, devenez dépravés. Enfants, désobéissez. Idiots et esclaves, arrachez du Sénat ces vieillards solennels et siégez à leur place. Pour les tendres vierges, avis d'obscénité générale et immédiate, et sous les yeux de vos parents, vous avez fait faillite. Ne remboursez rien à vos couteaux et tranchez la gorge de ceux qui vous ont prêté. Serviteurs enchaînés, volez! Vos augustes maîtres ne sont que des escrocs qui pillent légalement. Servante, au lit avec ton maître, ta maîtresse est au bordel. Fils, retire sa béquille à ton vieux père infirme et fracasse-lui la tête avec. Crainte et piété, obéissance aux dieux, paix, justice, vérité, respect filial, nuit paisible et bon voisinage, éducation, bonne manière, arts et métiers, rites, hiérarchie, coutumes et lois. Devenez vos contraires et vive le chaos! Incitation à la révolte? Oui, ça j'aime beaucoup. Oui, c'est de retourner toutes les valeurs sociales, quoi. C'est tout ce qu'on fait plus aujourd'hui, quoi. C'est à quoi ça rime. Et tout ce qu'on ne fait plus aujourd'hui, quand même. Oui, on ne sait plus très bien où se situent les valeurs aujourd'hui. C'est le problème, je crois. Donc on ne sait plus quelles valeurs retourner, quoi. Pourquoi avez-vous appelé cette pièce Timon d'Athènes, Shakespeare et Slam? L'adaptation est libre, hein, c'est Sophie Couronne qui a réalisé l'adaptation du texte de Shakespeare. En fait, parce que simplement, la pièce, à l'origine, elle n'a absolument pas cette forme. Donc là, elle a été... Ramenée au temps du slam, ça dure 1h15. Oui, et puis surtout, je voulais vraiment faire... être dans l'adresse directe, en fait. Donc, être dans une adresse directe avec le spectateur et retrouver la parole, en fait. Vraiment donner la place à la parole et simplement à la parole, en fait. Raconter une histoire, la dire. Et donc, être dans l'oralité et être dans cette espèce de souffle, comme ça. On n'a pas besoin de grandes choses quand on a quelque chose à dire, au fond. On a juste besoin de sa parole et de son souffle. Et c'est ce que j'ai voulu privilégier. Et donc voilà, et pour ça, j'ai eu envie de demander à des gens qui, aujourd'hui, pour moi, sont des virtuoses de la parole poétique, et qui sont, en fait, certains comédiens, et essentiellement des slameurs et des rappeurs. C'est-à-dire que pour moi, Cazé, ces gens... Dès de Cabal, Cazé, Mike Ladd qui dit le texte de Shakespeare, lui, en anglais. Donc il a retravaillé le texte pour le faire rentrer dans une rythmique de rap, de hip-hop. Mais au départ, ça reste les vers de Shakespeare. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, cette façon qu'eux ont de prendre le mot dans leur bouche... Donc c'est de la joute verbale, mais quel intérêt pour un créateur ou pour le metteur en scène que vous êtes d'essayer de mélanger Shakespeare et la culture urbaine? En fait, je pense pas tellement
tellement en termes d'intérêt. Au fond, j'ai simplement une vision et j'essaye de trouver les meilleures couleurs, les meilleurs outils pour raconter mon histoire. Donc il se trouve que là, pour ce texte-là, je me suis adressée à des gens qui me semblaient être réellement des professionnels de la parole, que j'ai découvert à l'abbaye de Royaumont. Voilà, il n'y a pas de volonté de m'adresser à des artistes voilà, de hip-hop. Votre spectacle est sensuel dans la mesure où la parole, alors paradoxalement, la parole a peut-être moins d'importance que les sensations qu'on éprouve. Oui. On est baigné dans le spectacle, on n'écoute pas forcément la parole. Parce qu'en plus, il y a de la musique. Et je trouve que c'est assez paradoxal dans les faire chercher. Mais on est baigné par des sensations et pas forcément par une écoute attentive du texte. Et deuxième extrait, regardez. Timon. Marchand. Poète. Tendre à Pémentus, je te salue. Garde ton salut. Tu peux toujours attendre que je devienne tendre. Et quand tu seras ton chien, ces canailles seront honnêtes. Des canailles, pourquoi? Tu ne les connais pas. Ne sont-ils pas athéniens? Si. Alors je ne renie rien. Tu es fier, Apémentus. Fier de ne pas être comme Timon. Où vas-tu? Je vais fendre le crâne d'un honnête Athénien. Tu seras condamné. Oui, si la loi condamne pour un acte impossible. Tu dînes avec moi, Apémentus. Je ne mange pas, les seigneurs. Denis Lavant. Oui. Ça vous va bien le costume rouge? C'est joli, hein. Ah, mais j'ai beaucoup de costumes. Vous n'arrêtez pas de changer de costume. Oui, tout le monde d'ailleurs. Il n'y a pas de décor, mais il y a des costumes. C'est un ballet. C'est un ballet? C'est un ballet. Comment est-ce que vous appropriez un personnage comme celui-là? Dans cette mise en scène-là? Parce que c'est... Oui. C'est dans l'idée que c'est un spectacle qui donne de la sensation. Oui, c'est très particulier, parce que déjà... Ah bah tiens, ça continue. Allez-y, pas vous. C'est déjà, j'ai une première exploration un peu de Timon que j'avais fait dans une petite salle près de Bastille, la Boutonnière, qui était un peu jetée, qui était un brut, mais pour moi c'était une première approche du personnage. Où, comme j'étais livré à moi-même, j'ai été énormément dans la liberté de l'éructation, parce que là où je dois reconnaître des grands talents de Razzaka, c'est d'avoir canalisé mon énergie comme ça, et d'ailleurs d'avoir extrêmement, déjà d'avoir dirigé chaque intervenant, c'est pas que des comédiens, donc, comme vous avez compris, de façon très, très intelligente, avec une trajectoire du texte, et puis surtout en essayant de privilégier, d'éclairer le texte, en fait. Donc, moi, c'est sûr qu'on me met sur scène, j'ai envie de bouger d'abord, parce que c'est mon premier langage. Et là, effectivement, il y a ce rapport au micro, donc il y a une tenue, il y a une belle exigence de la part de mon metteur en scène par rapport à ce truc. Vous lui dites ça aussi quand vous rentrez à la maison le soir, hein? Pour moi, c'est très positif. Des fois, c'est en même temps rassurant, et en même temps, des fois, ça peut être très inconfortable. Parce que finalement, c'est d'essayer d'aller à l'essentiel, de ne pas rajouter du jeu. Mais du coup, moi, où j'en suis comme comédien, parce qu'on est tout le temps un peu en train d'avancer, de continuer à chercher, d'apprendre. Je trouve ça intéressant parce que c'est une chose qui se situe entre l'incarnation et la simple profération. Il y a pas, je ne vais pas parler de distanciation brechtienne ou des conneries comme ça, parce que c'est un encombrement. Mais c'est d'être dans l'interprétation, dans la profération des mots et comme des flèches, d'envoyer ça directement. Mais malgré tout, on ne peut pas se priver en tant que comédien d'une certaine émotion, de conduire une émotivité. Et surtout, il y a un parcours sentimental du personnage dans sa relation aux Athéniens, puis dans sa relation à la solitude et à sa forme de nihilisme qui va jusqu'à se laisser mourir lui-même, arrêter de parler. On a vu dans les images qui
qui passait quand vous parliez, le dispositif scénique. Vous avez tout à l'heure, vous, évoqué le fait que vous changez en permanence de tenue. Alors j'imagine que ça, c'est aussi... ça doit être un peu ennuyeux sur scène. Pas du tout. Non, au contraire, c'est un peu... Vous changez de peau. C'est-à-dire, moi, j'ai vu le spectacle de très près arriver, se concevoir au fur et à mesure. Donc, il y a eu le texte, il y a eu la musique, il y a eu Dr. L qui a fait la musique, il y a eu mes différents partenaires. Musique qui est rejouée, réinterprétée à chaque fois, à chaque représentation. Oui. Et puis, c'est-à-dire sur la dernière partie de la création, quand on a créé à H-sur-FZ au Luxembourg, parce que moi, il y a eu tout ce truc-là, ce problème des costumes, dont on avait parlé, mais moi je... Et vous changez de costume à vue, et à la fin, ça donne ce bordel sur scène, puisque il y a un empilement de pompes, excusez-moi Claude Sérillon, j'ai dit bordel, mais bon, de pompes, côte, comme on dit. Et donc très ce bordel de costumes sur scène. Pourquoi c'est une espèce de chaos, en fait. Pourquoi choisissez-vous cette mise à vue? Parce que je trouve que c'est compliqué de paraître. Enfin, ça demande, essentiellement, il y a quelque chose de ça. On fait tous tellement d'efforts pour avoir l'air bien. C'est compliqué de paraître, Claude Sérillon et Bruno Mazur? Non, mais la télé, c'est très artificiel, parce que on n'est pas ce qu'on est, quoi. On est maquillé, on est dans un rôle, donc... Voilà. Oui, mais c'est aussi difficile au théâtre. Très artificiel. Vous dites ça pour l'ensemble de la vie. Oui. C'est-à-dire qu'au fond, vous savez, quand vous recueillez les témoignages de gens qui sortaient des acédiques ou de la NPE, ils disaient c'est compliqué de paraître. Parce qu'il faut toujours paraître être en bonne forme. Bien si vous allez à un sûr. entretien d'embauche, il faut paraître en forme. Et si vous paraissez trop en forme, on ne vous donne pas le boulot parce qu'on dit qu'il n'en a pas besoin. Si vous paraissez pas très en forme, on ne vous le donne pas parce que vous ne semblez pas dynamique. Non. Si c'est dans ce sens-là, oui, c'est très compliqué de paraître. Oui, c'est très compliqué Je pense qu'aussi, il y a un facteur qui est intéressant, c'est l'âge. C'est notamment vrai pour nos métiers de spectacle. Pour les femmes, c'est terrible. Parce qu'en France, il y a un vrai jeunisme. Et une femme de plus de 50 ans, on dit elle est vieille. Or, ça n'existe pas toujours dans d'autres pays. Récemment, aux États-Unis, à CBS, ils viennent d'engager la présentatrice du plus grand magazine de CBS, 63 ans. Chose inimaginable en France. Donc la notion de paraître en France, ça dépend des situations, des métiers, du niveau social dans lequel on s'exprime. Oui, mais la question du paraître, en fait, pour moi, elle reste quand même au centre. Et ça englobe toutes sortes de choses. C'est-à-dire que du côté des jeunes, par exemple, il y a une espèce de volonté de paraître. Il y a plein de choses qui ont été inspirées aussi parce que je fais des courses avec les enfants, avec nos filles. Donc cette espèce de rapport compulsif qu'elles ont aux vêtements. C'est même plus pensé. Vous aimez bien paraître, vous aimez bien séduire, je suppose. Moi, je dirais que c'est une... La séduction, c'est pas la même chose que le paraître. C'est que la pas tyrannie loin. du paraître. Ouais. Parce que la séduction, il y a une conscience. Et donc pour Timon, il y a eu cette décision-là de montrer tous les changements de costume à vue. Moi, je dirais que c'est une notion du disparaître, plutôt. Parce qu'à force d'empiler des costumes, des apparences, comme ce formidable costume rose, pour moi, c'est pas forcément l'identité profonde de Timon. C'est-à-dire, c'est à partir du moment où il va se retrouver dans... Le gars Lurin non plus, hein. Dans la forêt, un peu comme ça, presque, il n'est pas tout nu, mais bon, c'est un peu... c'est-à-dire, dans une sorte de laisser-aller vestimentaire, c'est là qu'il va se permettre d'apparaître avec de se révéler, en fait. Et d'être. Et d'être pour le jusqu'à... coup. Oui, Hein, si on- au bord du néant, il va commencer à être... Une dernière question pour vous, Denis. Toujours monocycle et concertina? Si vous... Je ne les ai pas amenés. Là. Non, mais... C'est-à-dire, c'est le départ, quoi. C'est la dynamique. Hein. Mais j'en ai pas besoin forcément. Mais c'est une chose que j'ai... Oui, il y a pas... Oui, c'est vrai, quoi. Les trucs inutiles, c'est pas tellement... Si vous voulez, c'est exemplaire. C'est des choses qui ne servent à rien, pour moi, qui me... c'est un endroit de liberté, en fait. De jouer de la musique sans être musicien, ou de faire l'acrobate sans être particulièrement circassien. C'est mon domaine Il est fou. Il est fou, d'idéotantisme. voilà, il est fou. Ouais, Un peu, pas méchamment, un petit peu, pas encore. Razerka, une dernière question. Je me souviens de projet HLA. Oui, vous l'aviez vu? Eh oui. Nicolas Frettel. Simplement, la question porte sur... Est-ce que vous cherchez à faire compliqué? Ah non, pas du tout. Et c'est-à-dire revisiter Shakespeare de cette manière-là, c'est pas évident, même si c'est accessible. Et le projet HLA, c'était aussi un peu... Complexe. Je sais pas, pour moi, c'est... En fait, je crée du monde des spectacles et je crée des spectacles que j'ai envie de voir. Donc,
c'est les spectacles que moi j'aimerais voir comme spectateur. Au fond, je m'oppose pas. Je ne sais pas si c'est compliqué ou pas compliqué, mais pour moi c'est. En fait, pour moi, c'est clair. Il y a une avec évidence. dans le projet de Frettel, le texte avec Leonardini qui joue, et qui est ce critique théâtral qui a fait 25 ans critique théâtrale à l'Humanité et qui est passé de l'autre côté du. Ouais. Et il a le courage. Est-ce que vous avez un objet avec vous? Yes. Oui. Lequel? Moi, j'ai apporté des bracelets que j'ai tout le temps avec moi. Enfin, surtout quand j'ai des moments difficiles et délicats. Donc la télé, c'était quand même un peu difficile et délicat, même si c'est super. Faut paraître, ouais. Et faut paraître. Donc j'ai pris mes bracelets. À chaque fois que j'ai une chose délicate et difficile ou émouvante à faire, je les porte. Et c'est ma sœur qui me les a offerts il y a une trentaine d'années. Et donc voilà, je les quitte pas et je les quitte encore moins aujourd'hui. Voilà. Et pour vous, Denis? Non, c'est pas le monocycle. Voilà. Quelle canesse? Quelle canesse? C'est une nouvelle canne. C'est vrai que c'est un accessoire que j'aime beaucoup. Pas forcément dans la vie, mais dans le théâtre. Et j'aime bien les objets qui ont un vécu. En fait, cette canne, j'ai trouvé, pardon. C'est africain, non? Bon, je n'en sais rien du tout. Africain, Voilà, chapinesque. si vous voulez la... Hop là. Très léger. Ouais. Et j'ai trouvé à une brocante, C'est du bambou tout simplement, dimanche dernier, en bambou, descendant au ça. théâtre. Et c'est parmi 1000 beau, hein. objets, j'ai vu cet objet-là. Et j'ai voulu l'acquérir pour un prix très raisonnable. Et elle me plaît Non, bien c'est parce très qu'elle est... Je ne sais pas ce que je vais en faire. Merci beaucoup. Non. J'en ai pas fini avec. Elle est... Il est rattrapé par son vice, c'est kleptomane. Merci. Il est vieux surtout. Elle est bien, quoi, vous voyez. Là, ça glisse un peu, mais elle a une vie, quoi. Et le J'aime petit bien coup les... Hein? et le petit coup de pied qu'il a fait tourner, quoi. Ouais, et puis, je sais pas, elle est d'une pièce, elle est... Je vous remercie, ça me touche beaucoup. Reza Kateb, commentaire sur Timon d'Athènes version slam, mais surtout ce que vous venez d'entendre là, précisément. Moi, il y a plein de choses qui résonnent pour moi dans ce que j'entends. Faire de la musique sans être musicien, acrobate sans l'être, et puis le rapport à la poésie, au verbe, en fait, au slam, à une poésie qui est déconstipée, en fait, de son aspect bibliothèque, livresque, mais livrée vraiment aux gens, les yeux dans les yeux et dans un corps. C'est vrai que c'est une chose qui me parle beaucoup. Et c'est un peu par ça que j'ai commencé, en fait. Le premier spectacle que j'avais monté, c'était sur les textes de Kateb Yassine, pour lequel... c'est votre oncle ou non? Mon grand-oncle. Votre grand-oncle. Le cousin de mon père. Bon, voilà. Et ouais, c'était la première fois, en fait, à l'époque, je faisais des petits boulots, et puis j'avais envie absolument de faire ce métier, de faire quelque chose, et j'avais vraiment envie de passer par là et de monter donc un spectacle à partir des poèmes de Kateb Yassine avec des musiciens, un musicien gnawa et une chanteuse lyrique. Et je vous ferai écouter tout à l'heure un peu de musique gnawa, puisqu'on a reçu votre cousin. Ouais, il m'avait dit qu'il était passé de Gnawa Diffusion. On parlera de la musique et de la façon dont elle vous aide à créer vos personnages. Pour vous, Arnaud Gaillard, comment on peut faire écho? Alors vous êtes un militant, vous êtes... Oui, entre autres, sociologue. Enfin, j'ai fait du théâtre aussi, moi. Donc, c'est vrai, je ne suis pas complètement étranger à ça. La peine de mort d'ailleurs dans Timon d'Athènes. Ah oui, dit quoi? Peut-être. Qui pousse Alcibiade à la révolte, puisqu'en fait, le Sénat considère que la peine de mort doit être appliquée, quoi. Timon d'Athènes. Non, mais en tout cas, nous, on a quand même une connexion. Il y a une connexion intéressante, ce qu'on s'est dit tout à l'heure en coulisses, c'est que j'ouvre mon livre sur Shakespeare aussi, en fait, sur une phrase du Roi Lear. Donc il y a ça un petit peu en commun. Et puis aussi, une bonne partie de mon analyse ou du regard que j'ai porté sur les personnes détenues autour de cette histoire de sexualité, de rapport à la tendresse ou de rapport à la séduction ou au désir, j'ai toujours traité du rapport à l'autre, en fait, de l'altérité, comment l'altérité est empêchée, contrôlée, interdite. Et finalement, quand vous parlez de misanthropie, on doit pas faire en sorte qu'au sortir de la prison, les individus soient trop misanthropes envers eux-mêmes ou envers les autres.
On continue cette conversation après avoir entendu Aïn Aleph. Elle est née à Moscou et c'est une surdouée de la musique puisqu'elle fait à peu près tout elle-même, y compris réaliser ses clips. 3 conservatoires à son actif et dans son histoire. C'est Moscou, c'est Bruxelles et c'est Paris. Et vous avez commencé, chère Aïn, le piano à l'âge de 4 ans. Premier extrait de votre album Aïn Aleph 2, My Bloody Marriage. Sunrise married with lonely truths. Red Indian sky swaying like eyes of gold. In all this cries of human nature, breaking divine harmony. My bloody marriage with even angels, happening in crazy music of desire. Within this chaos of sounds and colors, what I ask of you. Lots of bodies floating under Venus, perfume waiting, sounding in my breast. Closing each human eye with heaven's emotions, I will make love to time. My bloody marriage with evil angels, happening in crazy music of desire. Within this chaos of house and colors, what I ask of you. My bloody marriage, my bloody marriage, my bloody marriage, I said to clients of love, commemorating clients of love. My bloody marriage with evil angels, I will make love to time. My bloody marriage with evil angels, happening in crazy music of desire. Within this chaos of sounds and colors, what I ask of you. My bloody marriage. Aïn Aleph, elle est aussi compositeur et auteur, on l'en retrouvera tout à l'heure. Reza Kateb, il y a 2 ans, 3 ans, Reda Kateb, il y a 2 ans ou 3 ans, une série Engrenage sur Canal+, qui vous fait connaître. J'aimerais que vous me racontiez comment vous avez été casté pour cette série sur Canal. Bon, c'était un peu délicat au niveau de l'horaire, parce qu'à l'époque, je faisais en fait... Bon, je faisais du théâtre, etc. Et puis, quand j'avais besoin de gagner un peu de sous, je faisais le clown dans des anniversaires pour des enfants. Et la directrice de casting n'avait pas trop voulu décaler plus qu'une certaine heure le rendez-vous. Et il y avait une petite fille de 4 ans qui voulait absolument que je sois clown à son anniversaire avant. Et puis voilà, c'était le boulot. Donc j'avais fait ça avant. Et j'étais en retard pour aller au casting. Donc je suis arrivé en courant...
j'ai pris le bus, après, arrivé place de la Nation, j'ai pris un taxi, je me suis changé dans le taxi, j'ai mis une chemise hip-hop, voilà, je m'étais rasé les cheveux pour avoir l'air d'un rappeur, quoi, parce que c'était le rôle. Et puis, la casting était en train de ranger sa caméra. Et je lui ai demandé, s'il vous plaît, est-ce que je peux quand même passer l'essai? J'étais tout transpirant et j'avais vraiment envie de le faire. Et voilà, c'est grâce à ça que... Après, donc, j'ai passé cet essai, j'en ai pas passé d'autres. Elle a défendu ma candidature pour ce rôle, quoi. C'est comme ça que j'ai été pris. Et ça vous a fait connaître? Ouais, bah, ça m'a fait surtout... Et du coup, un réalisateur qui s'appelle Audiard vous a repéré et du coup, il vous a dit « Viens dans Le Prophète ». Ouais, voilà, ça s'est passé un peu comme ça. Pourquoi dites-vous dans... Je crois que c'est dans une interview à mon confrère de Libération, vous dites, à un moment vous posez la question, etc., bon, mon métier, les 1000 métiers qui prolongent la misère, enfin comment on y arrive, vous dites à un moment, après tout, je ne sais pas comment faire dans la vie quand on n'est pas un monstre de compétition. Ah. Pourquoi qu'est-ce que ça incarne, ce personnage qu'est-ce que c'est qu'un monstre de compétition? Je ne sais pas ce que c'est qu'un monstre de compétition, mais je sais ce que c'est la compétition. Et je sais qu'aujourd'hui, dans l'ère du temps, c'est vrai que ouais, y a une idée qui veut que pour faire sa place, il faut pousser les autres, quoi. Il faut pousser des coudes pour obtenir une place. C'est une idée vraiment répandue et que je trouve en contradiction totale avec le métier d'artiste, dans lequel s'il y a une place... Pour nous, c'est dans ce qu'on fait, mais pas d'en revendiquer, d'exister contre les autres, en tout cas. Et dans cette interview, je parlais de mon personnage, en fait, du film de Léa Fener, qui, lui, est c'est plus que de ne pas être un monstre de compétition. Lui, il est bouffé complètement par son entourage et il n'arrive pas, justement, à prendre sa place. Je pense qu'il y a possibilité de prendre une place sans être dans la compétition vis-à-vis des autres. J'imagine qu'autour de cette table, ça vous parle? Oui, mais je ne suis pas certain. Je sais pas. Je pense qu'on a tous les sensations que c'est quelque chose de nouveau, le fait qu'il faille prendre la place avec beaucoup plus de vigueur aujourd'hui. Peut-être on le dit parce qu'on l'exprime, et on l'exprime parce qu'on en souffre, en fait. Mais je ne suis pas certain que c'était à ce point différent autrefois. Le problème, c'est que les gens qui ont pu vivre cette espèce d'attitudes qui sont difficiles ne sont plus là pour témoigner. Mais je pense que dans le fait de vivre... C'était la même compète. Je ne sais pas si c'était la même compète, mais le fait de vivre passe par le mot se battre, par le fait de se battre, quoi. Et se battre contre soi, se battre aussi contre les autres, contre les éléments, contre ceux qui entourent. Alors c'est facile, mais à la télé, c'est ça aussi. Oui, j'allais répondre à côté, parce que, en fait, puisque vous restez dans le monde des créateurs, des artistes, au fond, la troupe de Molière, elle se battait contre d'autres troupes. Ouais. Et il fallait qu'ils intriguent pour avoir leur place. Il fallait qu'ils soient durs entre eux. J'entends. Je pense que c'est quand même, il y a presque une loi naturelle de ça. Alors peut-être qu'on le voit plus, parce que médiatiquement ça se dit plus, on est plus nombreux, et pourtant il y a plus de scènes, il y a plus de télé, donc peut-être que tout ça fait... Non, moi ce qui me gêne médiatiquement... On en fait un système peut-être maintenant, on en fait le système de performance. On en fait une valeur première. Voilà, et on en fait un système de performance. C'est pas une valeur parmi d'autres, c'est une valeur première. Ce qui est probablement faux d'ailleurs, on en fait un système de performance, mais je pense que la concurrence de fait, pas la concurrence construite ni mise en scène, mais la concurrence de fait entre les individus et entre les situations, elle a toujours plus ou moins existé maintenant. Bon, après, un débat de fond sur l'idée de la concurrence, c'est autre chose, mais en tout cas, par rapport aux artistes, par rapport au métier d'acteur, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une influence dans l'image que les gens peuvent avoir de comment est-ce qu'on fait ça, est-ce qu'on en arrive à faire ça. Par rapport à des émissions comme la Star Academy, par exemple, où les gens sont éliminés les uns après les autres avec un jury qui va décider de qui aura la place de rester. Bon, ça diffuse quand même des choses dans la tête des gens avec lesquelles je suis pas d'accord. Qu'un seul tienne et les autres suivront. Premier film, premier long métrage de Léa Fener, remarquable boulot. Qui a vraiment intéressé toute l'équipe des Mots de Minuit. Vous êtes un... Qu'est-ce que vous êtes dans ce film? Quelqu'un en quête d'identité? Ouais, je pense que quelqu'un qui a du mal à exister dans ce monde d'aujourd'hui, qui vit un enfermement intérieur, qui est un peu manipulé, que ce soit
par sa copine, sa mère, au travail, il est toujours Ça fait du en monde, retard. hein. Ça fait du monde. Ouais, ça fait du monde, ouais. Ça fait du monde, d'autant plus qu'il n'y a pas grand monde à côté, quoi. Et que, il n'a pas un cercle d'amis ou de... C'est quelqu'un qui est très seul et qui, pour la première fois, il rencontre un gangster qui est joué par Marc Barbet et qui va pour la première fois le reconnaître, en fait, et voir en lui quelque chose de possible. Donc, Mais alors, il reconnaît en lui quelqu'un qui ressemble étrangement à Joseph, qui est enfermé. Et donc, Stéphane, que vous incarnez pendant l'essentiel du film, va se voir proposer ce deal incroyable par Pierre. Et Pierre va lui dire, est-ce que tu veux bien prendre la place de Stéphane? Est-ce que donc tu peux lui permettre de s'évader par substitution? Hein, c'est extrait de ce film. T'as peur? Qu'est-ce que tu fais? Pisse devant moi. Pierre, tu veux que tu pisses devant moi? Tu déconnes, vas-y, Qu'est-ce arrête. que tu crois? Quand tu vas te retrouver au trou, t'es pas capable de chier devant un mec. T'es grillé. Arrête, Pierre, c'est bon. Vas-y, devant moi. Qu'est-ce qui t'arrive là? Oh! Écoute, je crois que tu n'as pas bien compris ce qu'on veut de toi. En prison, tu te fais pas remarquer. Tu chies devant tout le monde, comme si tu avais fait ça toute ta vie. Tu te promènes entre quatre murs, comme si tu étais né dedans. Compris? Écoute. Ce bonhomme, c'est pas n'importe quoi. Tu dois arrêter d'être n'importe qui. Tu veux le faire? Dis-moi! Maintenant! Pierre, putain. Est-ce que tu veux le faire? Pierre, putain. Arrête, vas-y. Arrête. Qu'est-ce que c'est ton problème? C'est ce que c'est. Hein? Qu'est-ce que c'est? Arrête. T'as pas pris assez de coups. Arrête, vas-y, T'as pas pris assez de coups. Hein? Des coups qui font mal! Allez, contre moi. Contre moi. Votre partenaire qui est Marc Barbet, hein, qui incarne Pierre. Vous avez choisi un sacré extrait. C'est pas ça tout le film. Non, vous bizarre, parfois vous êtes sur votre mobilette et parfois vous donnez des coups aussi dans ce film. Et surtout, il y a un moment où la substitution va peut-être se faire et on vous voit jouer le truand. Et là, vous êtes dans un personnage radicalement différent. Et il y a une autre scène qui est aussi une scène intéressante, toujours avec Pierre, c'est quand Pierre vous demande de marcher. Donc il vous demande d'incarner ce que vous serez en prison, et surtout, il ne faut pas marcher, les épaules pliées, etc. Et je me demandais comment est-ce que vous vous appropriez ce type de personnage, ce que je demandais à l'avant tout à l'heure, et vous travaillez beaucoup avec de la musique, et vous travaillez beaucoup sur l'idée de la silhouette. Donc vous travaillez en marchant et en écoutant de la musique. Ouais, entre autres, quoi. Mais bon, après, ça dépend des personnages aussi. Là, sur ce rôle-là, pendant le tournage, la musique, elle m'aidait plus à m'évader du rôle qu'à aller dedans, quoi. Et puis après, il y a d'autres personnages, comme voilà, dans Un prophète, où la musique, c'était pour se baigner dans une atmosphère et rentrer dans le rôle. Et puis, qu'écoutiez-vous quand vous tourniez sur Le Prophète? Sur Un prophète, j'écoutais beaucoup de Johnny Cash. Beaucoup de Johnny Cash et beaucoup de blues aussi. Voilà, de Bessie Smith, par exemple. Je regarde parce que la chanson Nobody Knows You When You're Down and Out, ça raconte ça, quoi, que personne te connaît quand t'as plus rien, il n'y a plus de confiance, il n'y a plus de... Johnny Cash est à Kateb ce que le monocycle est à l'avant? Peut-être. Vous faites ça, vous aussi, pour la musique, pour entrer le personnage? Moi, je fais comme Breda, c'est libre. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de méthode, quoi. Il y a, à un moment donné, c'est tout qui est bon pour alimenter un personnage. Ça m'arrive des... la première fois que j'ai joué Timon, j'écoutais Cazet. Ça me donnait la niaque pour le personnage, d'écouter son rap qui est très très bien sculpté, très, très fort, quoi. Puis après, c'est un peu ce qui... C'est tout, quoi. C'est aussi bien des rencontres dans la rue, des lectures,
Et en même temps, c'est vrai qu'il y a un côté, enfin, moi je trouve ça passionnant, quoi, de préparer un rôle, donc de se nourrir de mille choses. Et en même temps, est-ce que c'est vrai que la réalisatrice vous demandait de regarder Les Maîtres Fous de Jean Rouch? Ouais, enfin, on avait parlé de Jean Rouch ensemble, mais tout un tas de choses. Mais après, sur l'idée de la transe. Ouais, j'ai vu ça. Ouais, il y a des super trucs de Jean Rouch, ouais. Mais après, l'idée de la préparation, c'est aussi de s'en libérer, quoi. Parce qu'après, une fois qu'on tourne, il faut être dans l'instant, surtout pas en train de recracher des éléments de recherche. Donc il faut... c'est passionnant d'aller chercher tout ça, il faut l'oublier en même temps. Bruno Mazur? Oui, moi c'est ça qui m'intéresse dans le travail de comédien. Il y en a qui disent je suis dans le rôle tout le temps, toute la journée, je dors plus, etc. Est-ce que quand vous sortez du studio, que vous allez bouffer chez des copains, vous êtes encore dans votre tête dans la prison? Ou est-ce que, de même qu'un bureaucrate oublie ses petits chefs et sa comptabilité, vous êtes tout le temps dans votre trip? Ni l'un ni l'autre, quoi. C'est-à-dire, non, tout le temps dans le trip, je pense que... ou alors, c'est la schizophrénie vraiment qui est au bout, mais... pourquoi pas en même temps. Moi, j'aime bien ouvrir et fermer le tiroir. Et en même temps, c'est une compagnie, un personnage, quand on prépare un rôle ou quand on est en train de le tourner. C'est une présence qui est toujours un peu là et avec laquelle on vit, quoi. Ouais, donc... je sais pas, il y a comme une ombre ou quelque chose, un rapport avec ça. C'est jamais complètement fermé non plus. Jordi, c'est un autre de vos personnages, c'est le personnage que vous jouez dans Le Prophète. Et là vous êtes un gitan, vous êtes un dealer, et vous allez aider le prophète à devenir ce qu'il va devenir, c'est-à-dire un caïd. Extrait. Tu t'es branlé, toi? Moi, ce que j'aime, tu sais, c'est quand ça se passe dans des châteaux. Les femmes, elles sont mieux sapées, plus propres. Tu t'es branlé combien de fois, toi? C'était à quel moment? Putain, s'en fout à quel moment, faut passer. Putain, t'as vu quand il y avait le chauffeur, là? Quand elle a le changement de vitesse dans la chatte, après il la prend par le cul, il commence à lui mettre des petites claques sur les fesses et tout. J'aime bien la scène avec la blonde aussi, quand elle suce le mec de la blonde, après t'as la blonde qui arrive avec le gros clébard. Tiens, je donne le reste demain. Sinon tu fais beaucoup de thunes avec ton bise, là. C'est pas énorme, c'est quoi cantiner pour ma conso à moi. Ah, pour ta cantine. Ça te dirait qu'on bosse un peu ensemble? Mais je comprends pas trop le jeu que tu joues. Je joue à aucun jeu, moi. Moi, je veux pas de problème avec les Corses. Je marche pour ma gueule, moi. Tu me dis qu'on peut continuer, tu connais pas tout le monde dans le C, tu vends pas à tout le monde, quand même. Avec Tahar Rahim, hein, dans Le Prophète. L'univers carcéral, parce que ces deux films parlent de l'univers carcéral. Quelle est la perception que vous en avez? Globalement, comme ça, de la prison, déjà, c'est... Et comment vous vous mettez dans la prison aussi, quand il faut jouer? Parce que sur ce film, Qu'un seul tienne et les autres suivront, ça a été en partie tourné dans une véritable prison. Oui, en fait, l'entrée vers le parloir, parce que le film... il n'y a aucune scène qui se passe dans l'enceinte de la prison. En fait, le film, voilà. Et on pourrait dire même que c'est comme le contre-champ d'un prophète, c'est-à-dire que c'est l'autre côté de la prison. Et c'est les histoires des gens qui sont autour des parloirs, des gens qu'on voit peu, dont on parle rarement, qui sont les familles, qui sont tous ces gens qui sont à la périphérie de la prison et qui vivent avec ça. Et la prison, la première chose, c'est la violence, quoi, qu'elle soit extérieure ou intérieure. C'est l'idée de la privation de liberté. Moi, j'ai jamais vécu, j'ai jamais passé une nuit en prison, donc je pourrais pas savoir vraiment ce que c'est. Après, le film, il s'est tourné, Un prophète, ça s'est tourné dans un décor. Donc c'était une prison de cinéma dans laquelle, par contre, les 3/4 des figurants étaient des anciens prisonniers. Et ça, c'était vraiment intéressant comme expérience de vie et comme expérience d'acteur aussi. C'était pour marcher dans la cour de prison, il fallait les suivre, il fallait se fondre un peu dans cette atmosphère qu'eux connaissaient. Ils savent, voilà, il y a beaucoup de codes, c'est rempli de codes, la prison, ça.
Et là, vous avez appris, donc c'est ce que vous dites. Pour terminer cette partie de la conversation, votre père était algérien. Il a failli, enfin non, il n'a même pas failli. Le théâtre national algérien, il était dedans, mais il a quitté parce que le FLN lui demandait d'être propagandiste. Et donc, il est venu en France. Oui, entre autres, c'est vrai qu'il a, voilà, à l'indépendance de l'Algérie, il y avait un grand espoir. Tout d'un coup, c'était un pays qui naissait, et puis avec une culture à construire, un théâtre à faire, quoi. Donc il avait participé à la création du TNA. Et puis en même temps, il sentait qu'il y avait plus d'espace de liberté d'acteur, en fait, pour lui, de l'autre côté de la Méditerranée. Il avait fait un stage avec Jean Vilar, et puis il avait senti... voilà, quelque chose de possible. Et donc, il a fait les valises et il est reparti. Et il est retourné en Algérie longtemps après pour monter une pièce dans le théâtre de Katabi Yassine. Rassurez-moi, vous êtes français, hein? Ouais, je suis français, ouais. Ouais, je suis français avec plein d'origines, mais c'est ça notre France aujourd'hui. Auvergnat. Un type Auvergnat. Pardon, c'était un peu facile. Mais je pourrais, hein. Auvergnat avec des origines algériennes, tchèques et italiennes. Pour le plaisir, Gnawa Diffusion, extrait. C'était la nuit du Ramadan, c'était en 2006. Est-ce que vous avez un objet avec vous? Oui, alors, ce sont des castagnettes qui s'appellent des crotales ou des carcabous qui font beaucoup de bruit. Je vais pas vous en jouer là. Si, un tout petit peu pour nous montrer juste ce que pour ça voir donne. ce que c'est. Non, surtout pour nous montrer que vous savez le faire. Oh. Salaud. Ça, en fait, ce son-là, en fait, c'est un instrument d'esclaves, puisque les Gnawa, c'est les anciens esclaves d'Afrique noire qui ont été déportés au Maghreb par les Arabes et qui ont été affranchis, donc après. Et ce son-là, en fait, ça reproduit le son des chaînes des esclaves. Et dans les danses Gnawa, c'est très ritualisé, c'est vraiment une culture très, très riche. Il y a aussi des danses qui reproduisent la marche des esclaves et l'affranchissement petit à petit, une libération. Et je trouve ça très beau, en fait, quoi, de faire sonner ces chaînes pour se libérer, de les faire, de rentrer dans un cercle, justement, par rapport à des cercles qui nous enferment ou des choses comme ça, un cercle de libération. Et c'est très simple comme instrument. Il y a 3 rythmes, donc c'est très primaire comme le blues où ça se décline à partir de 3 notes. Et ça se joue dans la durée, en fait, dans le temps, et il y a quelque chose qui se passe, quoi, quand on prend le temps. Et donc vous êtes bien un vrai musicien, c'est QFD, hein, ce qu'il fallait démontrer. Parce que je sais jouer 3 rythmes. Qu'avez-vous entendu de votre confrère, de votre collègue? Plein de bonnes choses, très intéressantes, sur la liberté, surtout d'être artiste et de ne pas être à ce rapport à la création, en fait, à cette liberté, à cet espace-là, et qui devient effectivement de plus en plus compliqué aujourd'hui. Voilà, en fait, de ne pas avoir de... Ce que j'ai retenu, c'est l'absence de vouloir être dans une théorie ou dans une vérité. Sur chaque moment où il doit créer un personnage et s'embarquer dans une histoire. Voilà, c'est ce que j'apprécie, en fait, beaucoup. Belle présence, comme on dit. Ouais. Il est là, quoi. Un peu comme et avant. Puis, oui, voilà, les vrais fous.
Je ne sais pas si ce sont eux qui sont fous ou si ce sont les autres Je qui... savais que j'allais vous faire répondre ça. En tout cas, je vous, préfère. sur ce garçon qui a quand Il y a même... une filiation entre Denis Lavant et... Je trouve qu'il y a une filiation dans la démarche, dans le physique, dans la capacité à jouer des personnages qui, a priori, nous surprennent, nous dérangent. Très étonnant. Enfin, depuis le temps qu'on vous connaît, vous êtes comment dirais-je, vous êtes sans arrêt en train de nous déranger, nous surprendre. Et je trouve que pour moi, c'est un compliment pour un artiste. C'est-à-dire, mais ça me choque pas du tout. Je pense qu'il faut toujours être dans la manière, justement, de nous dire, tiens, vous ne m'attendiez pas là. Oui, c'est hors compétition, en fait. Ouais. Parce que je trouve ça très juste ce que disait Reda tout à l'heure par rapport à l'aspect compétitif. En fait, la seule compétition qu'il y a dans le métier, maintenant, c'est une compétition commerciale. Oui, c'est ce faire des produits. Pour moi, le comédien, si j'ai choisi ce métier-là, c'est justement parce que c'est pas compétitif, a priori. Ouais. Ça veut pas dire que sur scène, on n'est pas... Il n'y a pas une manière d'être un killer et puis d'essayer de prendre l'espace et l'attention. Vous avez été en compétition et d'autres acteurs, il y a quand même une manière de se mettre de se surpasser soi-même. Donc c'est pas d'essayer de jouer des coudes. Et puis c'est une chose qui est dans le partage aussi, quoi. Voilà, la fraternité. Dans le don. Ouais. Ce qui, moi, me ramène à Timon. C'est-à-dire que cette nécessité du partage. Bien vu. Bien vu la nécessité du partage. C'est vrai, par rapport à ce qu'on voit sur un écran, en fait, on sent quand l'énergie, elle circule entre des acteurs. Un acteur, il est bon parce qu'il est illuminé par les autres aussi, par ses partenaires. Mais un bon acteur seul, comme ça, dans une scène où il joue avec quelqu'un d'autre, ne sera pas bon. Enfin, c'est... Non. Illustration, hein. C'est vrai qu'autant communiquer, parce que c'est déjà un métier quand même de solitude aussi. Et de moments où on est sur le plateau de cinéma, ou même le plateau de télé, ou même sur le plateau de théâtre, c'est quand même l'occasion de faire circuler de l'énergie, quoi. Et de la parole et de l'émotion, quoi. Et ça se voit bien dans qu'un seul tienne et les autres suivront. Léa Fener, c'était donc son premier long métrage, mais je vais vous proposer quelque chose qui fait la jonction parfaite avec votre travail Sexualité et prison, Arnaud Gaillard. Léa Fener a fait, je crois qu'elle vivait à Toulouse, quand elle était petite, elle vivait à Toulouse, près de la prison, et donc elle a été marquée par les parloirs, par ces gens qui attendaient, par la vie de la prison, et donc c'est quelque chose qui a marqué son travail, notamment à la Fémis, où elle a appris à être réalisatrice. Et je vous propose de regarder un extrait de son film de fin d'études, où justement une femme évoque avec une autre femme la nécessité du parloir et le comment du parloir. Lui, il est ici. Toi, t'es là. T'as la table au milieu, mais tu peux quand même te faufiler sur le côté. T'as les matons qui font des allers-retours, c'est interdit, mais attends, ils savent aussi que tu vas pas être là et tu vas regarder face à face, enfiler des perles. Tu mets pas de pantalon. Tu mets des jupes longues, tu mets pas de culottes, ça évite les complications. Puis tu penses aussi à prendre quelque chose pour t'essuyer. Parce qu'après, il n'y a rien là-bas, il n'y a pas d'eau, rien. Et puis après... après, t'es là, discrète. Oh, c'est bon, j'ai compris. Oui, ta mère, ça va. Oh, tu veux des nouvelles des enfants? Oh oui, le mandat, oui. T'es dégueulasse. Léa Fener, Sauf le silence, ça dit exactement le cœur de votre livre. Avant de parler de la sexualité en prison et de ce que ça implique par rapport à des politiques répressives, je me faisais la réflexion que c'était aussi, pour le sociologue que vous êtes, un traité sur la sexualité en général, parce que ce que vous dites du rapport à l'autre, de la sexualité, de la génitalité, de la tendresse, c'est quelque chose qui est exacerbé en prison, mais ça concerne aussi la société telle qu'on la regarde et quand elle n'est pas derrière les murs. Oui. En fait, moi, je pense que j'ai à la fois parlé de la prison à travers la sexualité et parlé des individus, des êtres humains, en fait, à travers la prison, autour de la sexualité. Mais bien sûr, je pense qu'on
on se retrouve, chacun on se retrouve, et puis quand on écrit en plus, on ne peut pas écrire de façon complètement dégagée par rapport à son objet. Il y a aussi une part de soi ou une part de ce qu'on a rencontré ou connu chez les autres, même en dehors de son propre terrain. Donc oui, je pense que ça parle à... Ce sont des petits morceaux d'humanité, en fait, voilà. Et les individus qui sont en prison, ça peut être moi, ça peut être vous un jour. Donc il n'y a pas de raison de trouver des différences majeures, sinon le fait qu'effectivement la prison exacerbe tout. Nonobstant, il est clair qu'on fonctionne d'abord sur un non-dit. Le code de procédure pénale n'évoque absolument pas l'éventualité ou la possibilité d'une sexualité en prison. En revanche, on est sur des tolérances, sur éventuellement des réflexions, sur des manières d'évacuer le risque d'agressivité. Mais d'un point de vue purement textuel, il n'y a aucune évocation de la sexualité dans notre droit. Non. Dans le code de procédure pénale, ce qui régit la prison, en fait, le mot sexe, sexualité, ça n'existe pas. Il y a pudeur et obscénité, et c'est à partir de cette espèce d'article de loi assez flou que tout le régime de la sexualité en prison se fonde. Donc à la fois la loi, elle n'en parle pas, et à la fois l'architecture ignore aussi le besoin, parce que il n'y a pas de capacité architecturale qui permette de pratiquer de la sexualité et de le faire en toute dignité et à l'abri du regard des autres. Donc de protéger la pudeur, par exemple. Pas encore, en tout cas. Un mot sur la méthode. Vous êtes sociologue, donc vous travaillez avec des longues peines, autrement dit des gens, une soixantaine de détenus, dont une proportion de femmes, résiduelle, puisqu'il y a moins de femmes en prison que d'hommes. Beaucoup moins, 5% de femmes à peu près en prison. Donc vous travaillez avec des gens qui sont condamnés, qui sont plutôt des longues peines. Vous avez travaillé dans les centres de détention, et comment s'est faite cette approche sur un sujet qui reste, en prison notamment, tabou? Comment est-ce que le sociologue, l'agent extérieur, pose la question? Comment est-ce qu'on... Sur le rapport de confiance, en fait. Moi, je pense que je me suis posé en tant que sociologue, donc en tant que chercheur scientifique, et il y a un rapport de confiance. Alors, il y a des petits éléments. Il y a ce titre, par exemple, mais il y a aussi, je pense, j'ai dû inspirer confiance, et en tous les cas, l'ensemble des personnes que j'ai rencontrées sur ces témoignages, tous ont plutôt vécu même tout ce que je leur demandais, tout ce qu'ils ont pu dire, en fait, c'était presque cathartique pour eux. Donc, ils ont plutôt été extrêmement généreux sur leurs réponses et ils m'ont tout dit, et voire, je pense, ça leur faisait du bien. Certains disaient presque que c'était beaucoup mieux que d'aller voir un psy, par exemple, parce qu'enfin, ils parlaient, on s'intéressait à eux, et enfin, ils pouvaient parler, évoquer cette chose qui est vraiment un tabou en prison. Même entre eux, je pense que tu as dû voir ça quand on t'a expliqué ça aussi quand tu as tourné. Le Prophète, il est assez précis, le film d'Audiard, il est assez précis là-dessus, je trouve. Il y a un tabou, et en même temps, les choses se passent et s'évoquent. Le désir est évoqué dans l'extrait qu'on a vu tout à l'heure. Alors, vous partez de cette idée qu'il y a une altérité manquante, qu'on est donc dans un univers monosexué, qu'on ne parle pas forcément de génitalité, mais qu'on parle aussi de tendresse, donc de la sexualité au sens large du terme, avec ce qu'elle veut dire de préliminaire, de parole, etc. Quel constat essentiel faites-vous? Votre livre est passionnant, 300 pages, donc on a du mal peut-être à les résumer ici, mais en tout cas, pour vous, quels sont les points à retenir s'il fallait faire une approche sur le... Il y a plusieurs points à tenir, mais il y a d'abord qu'avec des mots différents, finalement, cette espèce de manque de l'autre, il est évoqué finalement de façon différente, mais il désigne la même chose chez les hommes et chez les femmes. Aussi, je pense que s'intéresser à cette question de la sexualité et de l'altérité en prison, c'est démontrer une fois de plus peut-être le danger de l'institution carcérale, et puis le danger par ses contradictions, par exemple. Parce que si on regarde et si on réfléchit à la prison en prenant en compte le fait qu'on vend la prison comme un outil de réinsertion potentielle, ce qui est probablement une illusion, c'est sûr, mais... on voit à quel point, derrière les questions de sexualité sur les longues peines, à quel point les individus sont déstructurés, ils sortent beaucoup plus boiteux, ils auraient besoin de cette canne, par exemple. Enfin, c'est très difficile de continuer à s'aimer soi-même, à s'estimer soi-même, si pendant 10 ou 15 ans, on n'a été ni désiré ni désirant, on a eu des comportements finalement presque pervers du fait du manque de l'autre. Je pense à ces individus qui disent qu'ils remplacent le vagin par un gant de toilette avec des nouilles chaudes à l'intérieur, quand on est
arriver à ce degré de désespérance, de manque et de désespérance du manque de l'autre. Quand on veut toucher, il y a le problème de mésestime de soi. Voilà, il n'y a pas que le rapport à l'autre en tant qu'un autre soi-même, il y a aussi le rapport à soi-même, il y a le rapport du coup à la société, il y a toute la haine sociale qui se construit à l'encontre de la société et de la prison. Vous insistez beaucoup sur deux notions. De l'extérieur, il y a une espèce de préjugé qui consiste à dire homosexualité en prison ou associer prison et homosexualité. Or, vous dites qu'il y a beaucoup plus d'homophobie en prison que d'homosexualité. Ah oui, en détention homme, c'est patent. Enfin, ça revient aussi à la violence dont on parlait tout à l'heure, mais les hommes sont tellement dégradés, en fait, leur sentiment de virilité est tellement dégradé par l'institution, par le fait d'être obéissant, mais pas aussi par le fait de ne plus être désirant, par le fait de ne plus dominer, de ne plus pénétrer, que tout ce qui vient dégrader encore plus cette virilité qui est déjà en danger, en fait, ils vont le combattre avec beaucoup, beaucoup de vigueur. Ils vont combattre aussi leur propre désir homosexuel. Même si ça cache une homosexualité. Même si ça cache une homosexualité. Donc les homosexuels, comme les délinquants sexuels en prison, sont considérés comme des sous-hommes, en fait. Donc des sous-hommes, des objets qu'on va pouvoir objectiver au point de les violer sans aucun souci. On peut violer en prison, en détention homme, on peut violer un homme, et soi-même, on n'est pas homosexuel quand on le fait. On peut rester à la vision de tout le monde, dans cette nouvelle ordre de la société informée, on peut rester un homme et un homme hétérosexuel, même en violant un homme. Ça fait partie des paradoxes que construisent l'interdiction de la sexualité et la violence carcérale. En même temps, moi je suis allé plusieurs fois à la prison de Caen, où il y a justement là, des très longues peines, c'est là qu'il y avait Patrick Henry, enfin il y a des grands criminels. Et à ma grande surprise, le directeur, qui est quelqu'un d'assez exceptionnel, m'a raconté, moi je suis tombé de ma chaise, que d'abord les cellules sont ouvertes toute la journée, donc ça va, ça vient, dans tous les sens du terme, et qu'il y a des couples hommes qui vivent ensemble, ils vont se voir, ils vont faire un câlin, ils ferment la porte, ils se retrouvent, etc. Vrai. Donc c'est assez étonnant. C'est exceptionnel. On est loin de l'image justement de la prison où chacun se masturbe dans son coin. Mais Caen, c'est exceptionnel parce que quand il y a cette prison que je suis allé voir également pour écrire ce livre, quand il y a une proportion de délinquants sexuels et d'homosexuels, puisqu'ils sont assimilés aussi par l'administration pénitentiaire souvent, ils sont à 80% en fait. Donc la loi du nombre dont je parle dans le livre fait que, de ce fait, dans cet établissement particulier, et peut-être dans un autre en France, c'est presque démocratique, voilà, ce sont les homosexuels et les délinquants sexuels qui ont pouvoir sur les caïds ou les hétérosexuels, et donc ils ont acquis une sorte de règlement d'autorisation auprès de l'administration pénitentiaire. Ils peuvent se mettre en couple, ils peuvent avoir des relations sexuelles dans les cellules, ils peuvent cacher l'œilleton avec un petit rideau, et il est convenu que le surveillant, quand il veut faire sa visite, frappe, le temps que chacun se remette en condition de pudeur, et puisse rentrer après. Donc effectivement, mais c'est vraiment une exception en fait. Ça n'est vraiment très différent des autres établissements. Il ne faudrait pas généraliser ça pour que justement il n'y ait pas ces tensions. C'est difficile parce que là c'est lié aussi au fait de la proportion des individus qui sont incarcérés dans cet établissement particulier. Alors vous dites par exemple ceci sur les paradoxes du système et de son rapport à la sexualité. Vous dites, en résumé, la pornographie en détention ne manque pas d'alimenter de nombreux paradoxes dans la prison. Les détenus sont majoritairement choqués par le manque de crédibilité d'une institution qui interdit les relations sexuelles de couple d'une part et qui alimente l'excitation par une diffusion quotidienne de pornographie d'autre part, notamment au bénéfice d'une population de délinquants sexuels. C'est environ 20% de la population carcérale. Donc on a l'impression que cette administration-là est en perpétuelle ambiguïté par rapport à ça. Et vous signalez à un autre moment qu'il y a cette question... C'est difficile pour elle. C'est difficile pour elle. Et pour les gens qu'elle emploie. Parce que bien sûr, vous parlez pour les aussi surveillants, c'est difficile. de l'inconfort des surveillants. Vous parlez de l'inconfort des surveillants et donc du pouvoir de domination, parce qu'on peut être plus ou moins souple par rapport à ce qu'on n'est pas supposé voir ou à ce qu'on en... Enfin, etc. Oui, donc, tant que je peux donner la grâce... Même si je donne la grâce, quand je donne la grâce, je suis sympathique et souple, mais tant que c'est moi qui peux donner la grâce ou pas, c'est moi qui ai le pouvoir. Les surveillants ont toujours le pouvoir sur la sexualité. Le système est en train d'évoluer. L'un des ministres qui a commencé à faire évoluer le système, c'est Badinter. Il n'a pas pu aller jusqu'au bout de ce qu'il voulait, puisqu'il voulait, lui, des parloirs sexuels, mais il a au moins, en 82, cassé les cloisons des parloirs qui existaient. Et il a initié le débat. Il a initié le débat en France, oui. Aujourd'hui, ça commence à bouger. Oui, mais il y a une inertie énorme en France. Voilà. Je veux dire, j'ai vu des prisons sur 4 continents, donc je peux en parler assez facilement. Il y a une inertie en France pour un pays développé qui est renversante, en fait, parce que ça commence à évoluer. Oui, la phrase en termes de rhétorique, grammairement, elle est vraiment tout à fait... C'est correct, oui. Ça commence à évoluer, mais ça commence à un rythme extrêmement lent, en fait.
Pourquoi est-ce que vous expliquez qu'il y ait cette lenteur entre, par exemple, avec l'Espagne où les parloirs, donc la sexualité est possible en prison, notamment aussi dans les pays d'Amérique latine. Comment est-ce que vous expliquez ce retard français, au-delà de politiques ponctuelles, sécuritaires, ultra-sécuritaires, Sarkozy? Je pense qu'il y a une crainte des politiques, c'est que par exemple Robert Badinter, quand il a voulu instaurer mettre la télévision, casser les dispositifs de parloir pour qu'au moins les corps puissent se toucher un peu. Bref, dès qu'on veut humaniser un peu la prison, il y a le souvenir de cette population française ou de cette population d'électeurs, c'est ça qu'ils ont en mémoire, je pense, les politiques, qui hurlent et qui hurlent à la prison 4 étoiles et qui disent non, en prison on doit souffrir et on ne doit pas faire en sorte qu'en prison on soit mieux qu'à l'extérieur, etc. Donc c'est difficile. Il y a aussi, sur la question de sexualité, il y a eu les syndicats de surveillants qui aussi, pendant longtemps, les surveillants sont des gens qui sont plutôt mal considérés dans la société. C'est pas le métier qui honore le plus l'orgueil personnel. Et les syndicats de surveillants ne voulaient pas être considérés comme des Madame Claude pendant un moment. Donc ils se sont montés contre les dispositifs de parloir sexuel. Et puis peut-être qu'il y a je pense qu'il y a quand même de façon générale, il y a quand même une volonté, oui, en France, une ambition de faire de la prison une institution de coercition par laquelle on va transformer les individus ou échouer à les transformer. Mais en tous les cas, on veut mettre du pouvoir. Alors quand je disais évolution, c'était pas un éditorial que je disais, c'est que il y a eu ces tentatives Badinter, il y a aujourd'hui les unités de vie familiale. Avant de venir à ces possibles pour la sexualité en prison, je voulais simplement vous lire, parce que ça résume cette misère sexuelle dont nous parlions tout à l'heure. La censure des rapprochements charnels vient contrarier des désirs lancinants. La solitude de l'incarcération est quotidienne et rien d'autre qu'une suractivité ou un abrutissement aux psychotropes, légaux ou illégaux, ne peut venir à bout du sentiment d'isolement des longues peines. La tendresse et la volupté du plaisir sexuel sont décrites comme les plus efficaces antidotes à la rigueur de la prison, entendues comme une institution aussi déshumanisée que déshumanisante, dans laquelle les rapports humains sont viciés par la violence et l'intérêt. La prison est synonyme de noirceur, par opposition à la femme elle-même, synonyme de tendresse et d'affection. La détention se résume fréquemment à une somme de solitudes individuelles formant un collectif sous contrainte. À en croire Armand, détenu à Val-de-Rueil, la misère affective de certains détenus se traduit parfois dans le besoin de téléphoner pour entendre une voix susurrer quelque chose au cœur de l'intimité d'une oreille, dans l'illusion d'un rapport privilégié. La plupart ici, dit-il, n'ont plus personne dans leur vie. Certains appellent le 12 ou l'horloge parlante pour entendre quelqu'un leur parler et avoir le sentiment de téléphoner. C'est ce que vous dites et ça résume pour le coup, me semble-t-il, parfaitement l'état actuel de la possibilité d'être soi en prison. Évolution. Début d'évolution, c'est les unités de vie familiale, de visite familiale. Oui. Dès 98, l'exemple parfait, c'est le Canada. Et en France, on a commencé à mettre ça en place à partir de la l'expérimentation en 2003, je crois. Voilà. Et à la fin de l'expérimentation, quand j'ai commencé à demander les autorisations pour rentrer en prison au moment de cette étude, on m'a dit non, vous allez faire croire qu'on va étendre l'expérimentation alors qu'on ne le veut pas. Et finalement, à la fin de l'expérimentation en 2006, j'avais fini juste mon terrain en 2007. L'administration pénitentiaire en France a décidé que finalement, ils allaient étendre les UVF. Mais donc, il y en avait 3 en expérimentation en 2006. Nous sommes en 2009. Il y a aujourd'hui 7 unités de visite familiale sur 194 établissements pénitentiaires en France. Donc on est... C'est un petit studio de vie, en fait. C'est vraiment une reconstitution du dehors dans le dedans. Regardez ce que c'est. On se dirige vers un appartement, ça s'appelle un module, où la détenue va pouvoir recevoir sa famille. 4 appartements ont été construits, tous meublés. Salle de bain, chambre, cuisine... Une visite par trimestre pour une durée maximum de 3 jours. Cette mesure est destinée aux détenus qui ne bénéficient d'aucune permission de sortie. Déjà 4 ans de prison pour Karine. L'unité de vie familiale, c'est l'espoir, le maintien de liens familiaux. Non, parce que les mineurs, donc, ça nous permet de nous retrouver dans l'intimité, dans tous les sens du terme. Quand je parle d'intimité, ça va du simple café ou à la douche. Hein. C'est des choses qu'on ne vit pas depuis X années. Puis là, d'un coup, on a l'opportunité de pouvoir partager un semblant de vie normale avec son compagnon. C'est l'heure de la ronde, mais les surveillants restent à l'extérieur. Pas de caméra dans les appartements. L'intimité des détenus est préservée. On se fait le plus discrètement possible et chaque passage
que l'on peut faire sera prévenu à la détenue. L'administration pénitentiaire a décidé d'étendre ce dispositif. 4 autres prisons vont créer des structures identiques. Alors quand on regarde ça, on se dit, bon voilà, on est dans la bonne voie, mais ce qu'on voit, c'est une exception par rapport à tout ce qui a pu être dit, à tous les rapports qui ont pu être remis sur la situation des prisons en France. Mais est-ce que ceci est suffisant ? Non, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. D'abord, il faut, quelles que soient les mesures qu'on fait pour humaniser la prison... Enfin, il y en a 7 sur 194 établissements, c'est une aberration. Non, d'accord, mais même le fait du dispositif, c'est pas suffisant. Il faut garder en mémoire que la prison, c'est quand même une institution dangereuse. Elle a toujours été défendue comme ça. C'est-à-dire qu'on y produit de la délinquance et on y produit de la déstructuration. C'est difficile d'y vivre, même si on ne peut pas la remplacer complètement. C'était pas la réinsertion, la prison ? Écoutez, si vous l'avez cru, il y en a au moins un finalement, mais... Deux peut-être. Le problème, c'est que je pense aussi les détenus demandent, les personnes détenues disent, ce qui est important, c'est aussi de pouvoir réapprivoiser l'extérieur en conditions d'extérieur, c'est-à-dire à l'extérieur, c'est-à-dire bénéficier des permissions comme ils devraient en bénéficier. Et en fait, il y a à peu près 80% des personnes détenues qui sont permissionnables, qui finalement ne sortent jamais en permission. C'est la première manière de se réinsérer, en fait, de garder un contact avec l'extérieur. Et ces unités de visite familiale, c'est entre 6 et 48 heures, ça peut être 72 heures exceptionnellement. Oui. Et c'est combien de fois par an pour un détenu longue peine ? Ça peut être, je crois que c'est une fois tous les mois, ou tous les 2 mois, ou tous les 3 mois, je ne connais pas exactement Il y a un autre dispositif qu'ils ont commencé à mettre en place en France, dans certaines maisons centrales uniquement. C'est vraiment c'est ce dispositif-là, mais moins ambitieux, c'est-à-dire vraiment des parloirs sexuels, en fait, des cellules avec un lit, et une table et un lavabo. Et au moins, à minima, si c'était étendu, y compris aux maisons d'arrêt, au moins ce dispositif-là serait déjà plutôt bien, en fait. Il est bien parce qu'aussi les surveillants savent que la vie en détention elle est plus facile quand la relation sexuelle s'est passée. Vous faites deux remarques supplémentaires. Un, ça n'évacue pas la question fondamentale qui est la suivante. Comment une société pense-t-elle la mise à l'écart de ses délinquants ? Ça, c'est le problème de fond qu'il faut jamais oublier. Et vous dites une chose qui est plus anecdotique, mais qui est très, très factuelle, c'est que si la France en arrive maintenant, notamment le ministère de la Justice, à imaginer une multiplication des unités de visite familiale, c'est bien parce qu'elle est poussée par l'Europe et une manière de penser de la société, et pas du tout parce qu'il y aurait une volonté politique d'aller dans ce sens-là. Ou c'est pas que la seule volonté politique, hein, c'est ça que je veux dire. C'est certain, c'est vraiment ce sont les normes internationales qui guident la France actuellement. En France, il n'y a aucune volonté pour changer le système carcéral où les volontés sont extrêmement timides et n'ont pas de pouvoir. Ce sont vraiment les normes européennes qui... Et j'ai l'impression aussi d'ailleurs que le fait de mettre en construction, même à dose homéopathique, des dispositifs de rencontre conjugale, c'est une manière de donner un gage d'évolution à l'Europe pour ne pas être réprimandé peut-être par les institutions européennes, mais au rythme où ça va, j'ai peine à penser. Ça relève vraiment d'une décision politique, pensée, raisonnée, souhaitée. Ça ne relève pas d'un courage politique. J'ai fait un débat avec Jean-Marie Bockel sur France Info il y a 2 semaines, je crois, là-dessus. Jean-Marie Bockel ? Voilà, secrétaire d'État à la justice, nouvellement nommé. Donc, effectivement, c'est peut-être moins son rayon initialement, mais enfin, il a quand même ces fonctions-là. Et ce qu'il dit, c'est que... en fait, à l'horizon de 2017, nous sommes en 2009, la solution devrait être trouvée et probablement l'ensemble des prisons seraient munies de ce dispositif. Mais ça veut dire, alors qu'en même temps, il acquiesce à peu près toutes les conclusions que je mets dans ce livre. Donc, vraiment, ne pas voir plus d'urgence que ça, c'est quand même exprimer une forme... C'est pas de lui, c'est un système politique, mais c'est vraiment exprimer une sorte de mépris de mépris et d'humiliation que ressentent les personnes détenues. Vous dites, pour conclure en l'état cette conversation, vous dites que quelles que soient ces évolutions, notamment en matière sexuelle, l'enfermement demeure un instrument de répression et de domination. Avec une prison plus humaine, la tentation d'enfermer plus et plus longtemps est grande. Ainsi, sous couvert de générosité utilitariste envers une population pénale stigmatisée, la République ne serait que plus sévère, plus oppressante, et plus injuste. Or, en matière d'institutions carcérale, c'est indéniablement et définitivement de justice dont il s'agit toujours. La question reste posée et reste ouverte. Est-ce que vous avez un objet avec vous ? Je pense qu'il faut juste faire comprendre que c'est l'intérêt de la société tout entière. Il ne s'agit pas, c'est être pragmatique que de raisonner cette question de l'intimité. C'est pas simplement être gentil ou généreux envers la population carcérale.
c'est penser que pour la société, il est probablement plus favorable de faire en sorte que la prison ne soit pas un instrument qui casse les gens. Avant que vous nous montriez ceci, je veux simplement vous dire qu'au cinéma Nova à Bruxelles, jusqu'au 13 décembre, il y a une manifestation qui s'appelle « Trou de mémoire, regard sur une case noire de notre société, la prison ». Si vous voulez aller continuer cette réflexion, allez voir la programmation. Votre film a été montré à Bruxelles. Je trouve que c'était une belle réflexion sur l'univers carcéral. C'est à Bruxelles et Cinéma Nova fait un beau boulot en la matière. Mon objet, que je le mette à l'endroit, c'est un flyer, en fait, puisque 4e congrès mondial contre la peine de mort. Voilà, qui va avoir lieu à Genève donc en février prochain. C'est le rendez-vous international des abolitionnistes. Et je coordonne cet événement international, qui c'est assez intéressant d'ailleurs, et ce qui permet, c'est une autre pensée, une autre réflexion, en tous les cas, sur la question de la justice, ou les remèdes, les remèdes de pénalité, en fait, du droit pénal au niveau de la justice. Et c'est un événement important, en fait, parce que la peine de mort, même si actuellement en Europe, l'Europe est le premier continent abolitionniste, et la France, on a été tardif sur l'abolition, mais il faut savoir que l'abolition ne va pas de soi, en fait, et que le sentiment de vengeance et de répression, il est au fond de nous tous, il est quelque part au fond de nous tous, y compris comme toutes les formes de violence, et qu'il faut continuer à éduquer à l'abolition. C'est un sujet sur lequel il faut continuer à parler, et aujourd'hui, il y a encore 58 pays qui exécutent dans le monde. Notamment les États-Unis. Notamment 2 grandes démocraties très prescriptrices, les États-Unis, pour le monde entier, et le Japon. La Chine n'est pas vraiment encore une démocratie. Et la Chine, oui. Mais après, il y a la Chine, oui. Donc ça va être 3 focus particuliers qui vont 3 focus d'intérêt pendant ce congrès. Oui. La prison, Denis Lavant, la sexualité en prison. Je trouve ça effrayant, la prison. Peut-être la sexualité aussi. Quoi, les deux accolés, c'est forcément une problématique, parce que je pense pas que la sexualité, ça soit quelque chose qui soit quelque chose de totalement épanoui dans nos sociétés. Je sais pas s'il y a des sociétés où ça... C'est quelque chose... Il y a eu un mouvement qui a été de liberté sexuelle en 68, qui a été... Maintenant, il y a peut-être un peu une régression. C'est quelque chose de... Oui. C'est aussi une partie obscure de nous-mêmes, la sexualité, comme la prison l'est. Donc, les deux accolés, c'est une sorte de monstre. Ce qui souligne, c'est l'absence d'intimité. Ces deux domaines-là sont en même temps... c'est quelque chose, c'est un continent effrayant et en même temps fascinant. Moi, j'ai jamais eu la chance d'aller en prison, parce que des fois, ça peut être un souhait aussi d'aller en prison, d'être confronté à ça pour dire ah oui, d'accord, je suis obligé, j'en suis réduit à moi-même entre 4 murs. Je me suis longtemps préparé à aller en prison. Si vous voulez, mon premier réflexe de futur prisonnier, c'est d'avoir ingurgité énormément de textes, de poèmes, à l'exemple de je ne sais plus qui, dont j'avais parlé au lycée. J'avais entendu parler d'un type qui a pu tenir en prison parce qu'il pouvait se réciter des textes, des poèmes. Donc, mais d'une certaine manière, comment... Les plus lus, en fait, en prison, c'est la poésie. Oui, sans doute, ouais. Dans les bibliothèques, j'étais allé une fois pour jouer dans une prison, j'avais discuté avec le type de la bibliothèque, il me disait les livres les plus empruntés, c'est des poèmes, en fait. Ouais. Oui, parce que c'est bref et ça permet de le scander soi-même. C'est une manière de se retrouver aussi, Pour moi, ça a toujours été ça, la poésie. Donc, non, mais je blague à moitié, mais pas vraiment, C'est vrai que la prison, je trouve ça très inquiétant, et c'est sûr que j'ai toujours été passionné par l'enfermement psychiatrique, l'enfermement carcéral, et pour moi, c'est quelque chose d'odieux. Le seul moment où je me suis senti enfermé, c'est quand j'ai fait les 3 jours pour l'armée, Et je sais que mon premier réflexe a été d'essayer de trouver une ouverture dans le grillage, De trouver une... Et vous avez fait votre service militaire ? Non. Dieu merci, j'ai été exempté. Si on avait parié, on aurait peut-être gagné. Voilà. Et je pense pas que c'est pas un truc sain du tout, La prison, et c'est comme la peine de mort. C'est révoltant, en fait, parce que je me dis,
C'est l'art et la manière de déconstruire une civilisation, ce qui se passe en ce moment, et d'aller vers quelque chose qui est de l'ordre de la barbarie, avec des outils, une technologie, des sous couvert du droit, spécialistes, sous couvert du droit. Et on creuse. Enfin, ce qui est vraiment effrayant de se projeter dans le futur. Et on n'a jamais été aussi répressif. Je regarderai simplement deux dates. On a dans les chiffres, hein, je cite toujours les chiffres à la fin de l'émission, mais on est au 1er novembre à 62 073 détenus pour 54 285 places utiles. Et je regardais en 2002, donc là, c'est la première fois où Nicolas Sarkozy est nommé ministre de l'Intérieur, il y avait 45 000 détenus. Et donc le tout répressif a une concrétisation mathématique, là, pour le coup, quand on regarde les chiffres sur... J'avais été assez choquée aussi de voir qu'aux États-Unis, ils avaient raté, il n'y a pas très longtemps, ils ont raté la piqûre, là, ou je ne sais quoi. Oui, l'horreur. Oui, et... Non, je veux dire que en fait, c'est assez infantile comme procédé, quoi, que ça soit la peine de mort ou la prison, parce que déjà, c'est quelque chose qui m'a toujours choqué de menacer quelqu'un par la mort, par la sanction de la mort, alors qu'on ne sait même pas ce que c'est, en fait. Donc c'est très petit jeu, quoi. Dans 10 ans d'émission, là. Claude Sérillon, Bruno Mazur. 10 ans d'émission, j'en ai repris pour 10 ans. Les mots de l'actu, Claude Sérillon, c'est chez Marabout. Bruno Mazur, journaliste à la niche de Pompidou à Sarkozy, c'est chez Hugo et compagnie. Je vous ai demandé de venir, chers confrères, pour qu'on réfléchisse 2 petites secondes par rapport à l'opportunité que vous nous offrez en écrivant, de réfléchir au journalisme aujourd'hui et à ce qu'il a été. Et si je m'arrête à ce qu'il a été, c'est ce que vous dites, Bruno Mazur, c'est journaliste à la niche. On ne sort pas indemne de ce livre. C'est toujours un peu... Ça fait mal au ventre, quoi. Bon, ces rapports, cet inceste permanent entre le politique et le journaliste, Moi, je suis parti d'un constat tout à fait concret, c'est qu'il y a 6 Français sur 10, selon des sondages très sérieux qu'on fait tous les ans, qui estiment que les journalistes ne sont pas indépendants des pouvoirs politiques et économiques. Donc je me suis dit, si les Français se posent cette question, c'est que même il y a quelque part un malaise. Et donc j'ai voulu, c'est pas du tout un traité de sociologie politique, c'est vraiment, j'ai raconté mon expérience, et c'est vrai que j'ai eu la chance de vivre des périodes assez formidables, l'avant 81, l'après 81, etc. Et j'ai raconté vraiment au jour le jour, parce que c'est un journal, comment ça se passe dans la quotidienneté, comme dirait l'autre, les rapports justement incestueux entre les politiques et les journalistes, les repas qu'on partage, les voyages qu'on partage, les conneries, quelquefois les maîtresses, enfin tout, quoi, la façon dont ça fonctionne. Mais en même temps, vous êtes d'une grande honnêteté, puisque vous-même, vous racontez, puisque vous avez suivi Mitterrand pendant des années, ce qui vous a permis d'accéder au service politique et d'une certaine manière à la présentation du journal. Vous avez aussi l'honnêteté de dire que vous connaissez vous-même cette promiscuité. Ah oui, non, mais j'ai touché au pot de j'ai mis aussi les doigts dans le pot de confiture. C'est sûrement pas de dire les autres sont tous des corrompus, moi je suis le Saint-Archange. J'essaie de raconter comment ça se passe, donc effectivement... 28 septembre 97, 28 septembre, vous avez un dîner de journalistes politiques, vous avez un petit groupe comme ça et vous recevez régulièrement des gens, donc à l'occasion de ce dîner, Jospin devait être là, et il n'est pas là, et finalement on vous tend un téléphone dans la cuisine, et allô, c'est Lionel, vous, bonsoir monsieur le Premier ministre, pas encore couché à 7h un dimanche? Non, je suis encore à mon bureau, j'ai un de ces boulots. Franchement, je trouve que vous vous débrouillez plutôt bien. Merci Bruno. Je voulais vous dire que je suis réellement désolé de ce qui vous arrive, mais je me suis donné pour principe de ne pas intervenir dans les affaires des chaînes. Alors, formidable, parce que vous dites, Jospin, Jospin, il n'intervient pas, vous venez de vous faire lourder. Il n'intervient pas, vous dites très bien, c'est comme ça que ça doit marcher. J'ai trouvé ça très bien, que les hommes politiques, pour une fois, ne mettent pas leur nez, c'est pas à eux de faire les organigrammes des rédactions, et j'ai trouvé très bien que quelqu'un comme Jospin dise, moi je ne veux pas, par principe, intervenir, je suis malheureux pour vous, je vous aime bien, etc., mais il est hors de question que je décroche mon téléphone et que je dise au PDG, celui-là, vous le rattrapez par les bretelles. Manque de bol, il a fait virer votre voisin. Oui. Pardon Claude, mais c'est vrai. C'est un tout petit peu plus compliqué, mais non, mais regardez pourquoi c'est un peu plus compliqué. Extrait. On annonce, non pas des licenciements, des suppressions d'emplois. On sait ce que ça veut dire quand même. Non, c'est pas la même chose. Ça veut dire des êtres humains qui demain n'auront plus de travail quand même. On annonce donc des licenciements, 7500 sur 3 ans pour toute l'Europe. Au moment même où le chiffre d'affaires de l'entreprise augmente. Mais moi, je voudrais dire une deuxième chose. Pas simplement que c'est choquant. Moi, je ne considère pas que c'est un fait acquis.
Et je suis un peu surpris de voir qu'un certain nombre d'observateurs ou de commentateurs, parfois d'acteurs, font comme si c'était fait. Oui, mais attendez. Et moi, je ne considère pas que c'est fait. Je considère. Monsieur Jospin, on pourrait vous reprocher, vous aviez dit la même chose pour Villevorde aussi. Vous aviez dit, c'est pas un fait acquis. Quand vous êtes arrivé au gouvernement, vous avez dit, je vais voir le dossier. Puis en fait, ça a été un fait acquis. D'abord, sachez quand même qu'à Villevorde, 95% des salariés ont retrouvé aujourd'hui un emploi. Puisqu'on évoque Villevorde, je le dis en passant, même si cet épisode ne m'a pas réjoui. Deuxièmement, les patrons de cette entreprise, ils viennent de voir comment ont réagi les Français. Ils viennent de voir à quel point l'opinion, elle aussi, a été choquée. Les salariés existent. Il y a des syndicats. Il y a une mobilisation qui peut se mener. Donc, je crois qu'il ne faut pas attendre tout de l'État ou du gouvernement. Il faut aussi que se mobilise à la fois l'opinion et les salariés de l'entreprise. Plutôt beau discours politique de la part de Jospin. Bon, et pourtant, il prend votre agressivité, mon cher Claude, comme quelque chose qui est rédhibitoire. C'est pas possible, et il refusera de venir sur le service public tant qu'il y aura cet horrible Cérillon. Non, d'abord, je récuse le mot agressivité. Et horrible. J'ai posé des questions, voilà. J'ai posé des questions. Ensuite, le lendemain, dans toute la presse, dans les radios, on a dit, mais quelle mouche a piqué le Premier ministre? En clair, il est plus socialiste, il revendique l'économie de marché. Donc, ils ont fait une petite réunion. Et on était parti des licenciements de chez Michelin. Ils ont fait une petite réunion au cabinet. Jospin s'est rendu compte qu'effectivement, ça lui était reproché par ses camarades. Et plutôt que de se dire, voilà, j'aurais peut-être dû faire attention à ce que je disais, il a décidé que c'était de ma faute. Et donc, il a fait savoir aux dirigeants de l'époque, de la deuxième chaîne, que tant que je serais là, il ne viendrait plus. Donc, évidemment, au bout d'un moment, c'était lui ou moi. Donc, et malheureusement, ça a été toi. Je comprends très bien, que cette décision ait été prise. Mais c'est des moments. Cela dit, d'abord, moi, j'assume complètement. Je pense que là, j'ai fait mon travail d'intervieweur. Ensuite, je pense que tout cela fait partie. Bruno le raconte dans son livre, de ces moments de rupture, de ces heures, de ces moments où on est très distant, des moments où on est très proche des hommes politiques. Mais c'est un peu normal. Moi, j'ai commencé en 70 dans ce métier, donc j'ai côtoyé tout ce personnel politique. Mais comment et pourquoi, Bruno, est-ce qu'à ce point, ça grenouille dans les couloirs des télévisions et du pouvoir? Pourquoi est-ce que c'est à ce point conséquent le froncement sourcil d'un homme politique? Au 30 mars 83, je lis ceci: « Décidément, il y a comme de la nervosité dans l'air. Fraîchement nommé, le nouveau secrétaire d'État porte-parole fait du zèle pour porter la bonne parole gouvernementale et multiplie pression et intimidation plus ou moins subtiles. Comme au bon vieux temps, il va vite gagner son surnom, Max la menace. Gallo est alors un bon petit soldat de l'armée socialiste, Mitterrand dolâtre, sans aucun état d'âme, défenseur particulièrement sourcilleux de la pensée présidentielle avec un certain François Hollande comme directeur de cabinet. » On retrouve ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'ambition, le carriérisme. En schématisant, il y a dans les rédactions, je parle des chefs, des responsables, rédacteurs en chef, chefs de service, il y a des carriéristes qui font du slalom, qui passent de la droite à la gauche, qui ouvrent le parapluie dès qu'il y a 3 gouttes qui tombent, et parce qu'ils font carrière, et que donc, pour faire carrière à la télévision française, et surtout à la télévision nationale, il faut être du bon côté du manche. Et puis, il y a heureusement des professionnels un peu minoritaires, et souvent ils l'ont presque tous payé à un moment ou à un autre, qui font leur boulot tout simplement, qui font leur travail, et en prenant leurs risques, et qu'effectivement ils ont des problèmes parce que les hommes politiques n'aiment pas avoir en face d'eux, et les patrons de chaîne encore moins, des emmerdeurs et des gens qui sont capables susceptibles de leur poser des problèmes, quoi, c'est tout. Alors il y a des autorités qui régulent, qui sont plus ou moins indépendantes. Vous dites que ça a été plus ou moins. Ce que vous remarquez, c'est qu'on voit arriver Mitterrand, on pense qu'il y a une bouffée d'air, mais très vite les vieilles habitudes reprennent. Est-ce que vous pensez l'un et l'autre qu'aujourd'hui l'économique supplante le politique? Autrement dit, on a complètement dépassé le moment où Perfit appelait son téléphone pour dire à Zitrone fais ceci et dis cela sur le général. Et aujourd'hui, on a plutôt l'impression qu'on est dans une logique complètement économique, c'est-à-dire on consomme de l'info, et donc certes, le politique a encore intérêt à contrôler le 20h, mais en même temps, ça aura de moins en moins d'importance.
Oui, je ne pense pas qu'il contrôle le 20h, il n'a pas besoin d'être contrôlé le 20h. Il se fait automatiquement. De toute façon, on est plutôt passé du domaine de l'information au domaine de la communication. Ouais, c'est ça le problème. Soit à l'époque où nous faisions le journal conjointement avec Bruno ou quand j'étais avec Bernard Rapp, on mettait 25 informations. Aujourd'hui, il y en a une quarantaine dans un journal 20h, donc c'est un petit peu tout sur tout pour tout le monde. Donc voilà, on est dans un autre. Faut pas. En plus, moi, je ne suis pas très nostalgique. Je pense, bon, les choses sont passées. Ce qui m'intéresse, c'est plus que ce qu'on peut faire après. Je crois qu'on est dans une définition assez marketing de l'information. Donc à partir de là, oui, il y a le système économique évidemment, et on voit bien en presse écrite, en radio et en télévision, les télévisions continues, les radios d'information continue, on fait que c'est cette espèce de distribution. Je pense qu'il y a une sorte de théorie de la pile d'assiettes, c'est-à-dire chacun sert. Voilà. Donc ça conduit à avoir un dénominateur commun assez bas. Il faut pas trop déplaire pour essayer d'avoir le plus grande audience ou pour vendre le plus grand nombre de journaux. On est dans cette même logique économique. C'est aux journalistes de se battre. Il ne faut pas non plus qu'ils soient là en train de pleurer tout le temps en disant « Ah là là, on n'est pas libre ». Battez-vous. En plus, on est un peu dans la caricature avec l'omniprésident, l'hyperprésident, parce que comme Nicolas Sarkozy est omniprésent sur les ondes et pratiquement tous les jours annonce une réforme, les journalistes, c'est lui qui fixe le tempo de l'info. Et donc les journalistes courent derrière. On essaie d'expliquer justement les prisons, qu'est-ce qu'on va faire. Le lendemain, le président lance une autre piste sur le RMI, donc on explique le RMI. Sur le lendemain, c'est autre chose. Et donc tout ça part que c'est miette, et puis personne ne comprend plus rien. Et puis notre travail, c'est essentiellement de faire de la pédagogie, mais on ne peut pas. Sur une journée, sur un journal, un sujet chasse l'autre, quoi. Et en plus, il y a vraiment un vrai problème, celui de l'émotion, quoi. On est dans les journaux télévisés, avant tout, beaucoup sur les faits divers, les petites filles enlevées, les enfants violés, etc. Parce que les rédacteurs en chef se disent que les gens zapperont moins si on leur raconte les malheurs d'une fille violée dans leur RER que si on essaie de leur expliquer pourquoi le FMI a changé ses statuts. L'émotion, parlons-en. Regardez. Ce qui est terrible aujourd'hui pour moi, c'est de devoir venir ici pour dire je ne suis pas malade, comme si j'avais à dire je ne suis pas coupable d'un crime. C'est quand même monstrueux qu'on en arrive aujourd'hui à considérer que la maladie est un crime, toujours en ce qui concerne le sida, et de devoir s'en expliquer. Alors je pense, oui, que les gens qui ont fait courir ça, qui sont colporteurs de ce genre de rumeurs, pour essayer de détruire la vie ou la carrière de quelqu'un, ont à être trouvés et sanctionnés. Alors, vous n'êtes pas du tout à l'hôpital, vous venez d'être nommée présidente de la commission d'avance sur recettes, c'est un lourd travail, et puis vous allez très bientôt commencer un film, Camille Claudel. Oui, j'ai des projets, mais si vous voulez, moi, je suis surtout venue ici pour rassurer les gens, pour leur dire que je les aimais, puisqu'en fait, je n'ai répondu à aucune sommation ni à aucune convocation d'aucune sorte. Je ne répondrai jamais à aucun ordre, d'où qu'il vienne, quel qu'il soit. C'est uniquement pour rassurer le public que je suis venue ce soir et pour leur dire ne croyez pas tout ce qui se raconte, parce que tout ce qui se raconte n'est pas vrai. Voilà. Alors je vous dis bonsoir, je vous embrasse et je vais vous embrasser aussi. Merci Isabelle. Permettez-moi de vous appeler Isabelle la cathodique parce que vous passez très très bien au tube. Oh, il l'a faite. Vous l'avez préparé un peu. Oui, j'avais un peu préparé. Mais là, on voit, c'est la pipolisation, ça arrive. Et là, pour le coup, il y a séquence émotion. Oui, mais là, c'était honnêtement dans le bon sens du terme, parce que la rumeur... Fracasser la rumeur. La rumeur, c'est qu'elle était morte. C'est pas qu'elle avait le sida, c'est qu'elle était morte. Et en plus, il y a tout un arrière-plan. Elle est à moitié kabyle. Enfin bon, comme par hasard, la rumeur venait de département du Midi où on vote beaucoup Front National. Enfin, il y avait même un... C'était assez glauque, hein, comme rumeur. Je lis ces rayons, les mots de l'actu. Donc, Claude, c'est un travail que vous faites pour expliquer, dans le système qui est le nôtre aujourd'hui, on surconsomme de l'information ou de la communication, et vous essayez de repérer celui... Essayer de mettre le frein à main, de ralentir. Parce que l'idée m'est venue un jour, j'ai vu une de nos consoeurs, dont je tairai le nom, confondre la Cisjordanie avec la Jordanie. Et ça m'a un peu agacé. Comme j'ai longtemps fait de la géopolitique, je me suis dit, c'est un peu agaçant qu'on confonde tout un tas de mots comme ça. Alors j'ai dressé une liste de plusieurs centaines de mots, il en est resté 350. Et puis j'ai essayé de donner, voilà, c'est un guide, c'est pour essayer de comprendre, c'est très modeste, très, très prudent, parce qu'il y a certainement beaucoup d'autres choses à dire encore. Mais justement, par cette accélération dont parlait Bruno, le côté immédiateté, émotion, ça serait pas mal que de temps en temps on ralentisse et qu'on dise attendez, on va vous expliquer, on va prendre le temps de vous expliquer quelque chose. Regardez, même sur les chiffres du chômage, c'est très intéressant. Vous savez que dans les chiffres du chômage, par exemple, on a l'habitude de ne pas prendre en compte l'outre-mer.
Si on prend en compte l'outre-mer, on est à 4 300 et quelques mille. Ça. Alors on commence par prendre en compte une catégorie, puis on en rajoute une petite, parce qu'il y a les plus de 55 ans. C'est-à-dire, si on prenait notre temps à chaque fois pour expliquer, d'abord, on pourrait casser des rumeurs, on pourrait être plus précis, et ça éviterait des sortes de fausses polémiques où soit on a l'impression que c'est de la communication gouvernementale ou syndicale ou autre, ou alors on a l'impression que le journaliste fait sa vie de fait et qu'il passe à autre chose. Encore une fois, je pense qu'il y a un gros mot qu'on devrait remettre en exergue dans toutes les écoles de journalisme, c'est le mot éthique. Pardon, mais je pense que ça serait bien qu'on en fasse un peu plus que de donner du formatage technologique. C'est très bien, ils sont beaucoup plus doués que nous, en tout cas que moi. Mais je trouve qu'il y manque cette espèce de rigueur. On ne dit plus maintenant quel est l'événement le plus important, on dit qu'est-ce qui intéresse les gens. Regardez comment qui fait du buzz. Qu'est-ce qui fait du Regardez comment les jeunes journalistes évoquent la situation que vous décrivez. Christophe Ruffin a écrit en 2003 Les petits soldats. Jean-Christophe. C'est Jean-Christophe. Jean-Christophe. Non, ouais, c'est Jean-Christophe. C'est Jean-Christophe. Oui, je crois. Bon. Est-ce que je peux me faire bon, peut-être? Non, je crois que c'est Christophe Ruffin. C'est ce côté agaçant. Oui, non, c'est Christophe Ruffin. Les arènes, c'était l'éditeur, c'est les arènes, c'est Des mots de minuit, c'est en février 2003, et il parle du formatage. Et on a bien vu que ni l'un ni l'autre, vous n'êtes vous formatés. En revanche, les jeunes générations se sentent formatées. Je pense que l'une des choses qu'on apprend à l'intérieur d'une école de journalisme, mais pour nous préparer au métier, c'est à se foutre en un sens de ce qu'on écrit. C'est-à-dire qu'on produit de manière complètement mécanique, on pisse de la copie, on recopie des dépêches, et finalement on finit par ne plus croire en son écriture, en ne plus croire en ce qu'on écrit. Et je pense que c'est là où on est dans la non-réflexion. Enfin, on agit, le journaliste agit par réflexe. Sa pensée doit s'arrêter à la moelle épinière et surtout pas venir jusqu'au cerveau, parce qu'autrement, ça ralentirait trop la production. Si on se met à s'interroger sur vraiment qu'est-ce qui vaut la peine d'être dit à des millions de téléspectateurs, qu'est-ce qui ne vaut pas la peine d'être dit, à partir de ce moment-là, c'est un processus qui devient extrêmement complexe en termes de production. Donc, il vaut mieux qu'ils cessent complètement de penser, qu'ils reproduisent ce que reproduiront ses confrères. Donc, je sais pas, mais à l'école, on nous apprend pour produire un journal à 7 heures, à regarder ce que fait LCI dans la journée, à reproduire exactement les mêmes sujets et dans les mêmes proportions. Et quand on voit le journal de France 2, le journal de David Pujadas ou d'autres journaux, on comprend très bien qu'on est exactement dans la même logique, quoi. Et c'est François Ruffin. C'est François Ruffin, donc, Jean-Christophe, c'est l'ambassadeur au Sénégal, et c'est le prix Goncourt. C'est très bien vu en tout cas, c'est très bien vu. Et c'est Philippe Lefay. Et c'est Philippe Lefay. Et ce jeune confrère a complètement raison quand même. Non, mais en même temps, ça s'explique, le formatage. C'est tellement difficile de rentrer dans une rédaction. Maintenant, il y a beaucoup de chômage. Donc je comprends tout à fait les jeunes confrères qui arrivent vraiment à mettre un pied dans la porte. Eh ben, ils font profil bas, ils ne vont pas se faire remarquer, ils n'ont surtout pas envie de se faire virer parce qu'ils ne retrouveront pas de boulot. Donc tout ça fait que les conférences de rédaction sont totalement aseptisées, que plus personne ose ouvrir sa gueule, ni proposer des idées un peu iconoclastes, ne pas se faire remarquer, faire son boulot, et voilà. Et donc ça fait des journaux totalement aseptisés. Ça s'explique. Claude Sérillon note au mot médiacratie ceci, c'est un train à grande vitesse où tout le monde peut se voir, aspect démocratique, mais sans distinguer le fond de la forme, sans apprécier avec distance et raison la réalité des situations. Voilà comment on ferait les journaux, d'après ce que dit Claude, en tout cas aujourd'hui. Question, messieurs, sur... tout à l'heure, on parlait des Auvergnats un peu kabyles, etc. Donc, on parlait aujourd'hui de cette possibilité qu'a chacun, avec un téléphone portable, de se penser le grand reporter du monde. Ça remet en cause toute la médiation journalistique telle qu'elle a été conçue depuis toutes ces années. Comment est-ce que vous pensez ce passage, cette rupture technologique qui fait que... Moi, je crois que c'est la chance du journalisme, justement. Il faut maintenant montrer la différence. D'abord, il y a les communicants. Pour parler de moi, quand j'ai commencé dans le journalisme, il n'y a pratiquement pas d'attaché de presse ou de directeur de communication. Maintenant, c'est partout, tout est livré quasiment clé en main. Donc c'est la chance du journalisme, ce qui est en train de se passer, à condition que chacun réagisse et qu'on définisse bien ce qu'est ce métier. Nous sommes là pour informer. Informer, ça veut dire qu'on cherche à déranger, à susciter la curiosité, à vérifier des faits, à les relater dans leur plus grande rigueur, leur plus grande honnêteté. Faut pas faire rêver les gens. On ne sera jamais objectif. Nous sommes tous subjectifs. Mais simplement redéfinir notre métier. Et puis qu'il y ait à côté, effectivement, cette espèce de toile invraisemblable où tout le monde peut jeter sa gourme ou autre. Et puis les communicants. Mais redéfinir notre métier, bien être, en plus, presque sanctuariser ce métier. Il y a une chose, moi, qui m'a beaucoup choqué ces derniers mois, c'est cette conférence de presse du président de la République où le patron de Libération, Laurent Geoffrin, pose une question.
il est renvoyé dans ses buts, pour le dire, par le président de la République. Et tout le monde rigole. Et il n'y a pas un journaliste pour se lever. Au contraire, ils ricanent tous. Ma petite expérience des conférences de presse américaines à la Maison-Blanche, c'est que quand il y a un journaliste qui pose une question et que le président ne répond pas, il y en a 25 qui se lèvent et qui reposent la même question. Donc si au moins il y avait cette espèce de travail un peu collectif, un peu solidaire, peut-être qu'on arriverait à dire... On pourrait réinventer la profession. Ils se battent. Est-ce que vous avez un objet avec vous, messieurs ? Non, moi j'en ai pas. Il a plus toute sa tête. Hein. Mais c'est l'âge. Moi c'est vivement dimanche. Hein. Alors, moi, c'est une brique. C'est pas un objet vraiment personnel, mais ça m'amusait. Je trouve que c'est un objet un peu rigolo. Et ça nous ramène au début du débat sur l'argent, avec le pitch de Shakespeare, l'argent qui peut tout et qui peut rien. Est-ce qu'on s'attache ou est-ce qu'on s'attache pas ? Alors simplement, je voulais vous demander, à votre avis, quelle est la valeur de ce que je tiens entre mes mains ? En argent. Bon, je la fais courte. 500 000 francs ou 76 000 euros. Il s'agit d'un bloc de 1000 billets de 500 francs qui ont été broyés et compactés au moment du passage à l'euro. Et ça, je l'ai gardé parce qu'il y a eu une petite fête au moment du passage à l'euro. Il y a eu une petite fête à Bercy. J'habite à côté, c'est à 200 mètres. Donc, vu mon grand âge, je peux aller avec mon déambulateur. Et le cadeau, je trouvais que ça, c'était très original. Comme justement, on avait passé au pilon tous les anciens billets de francs. Ils ont fait cette petite statuette qui est assez géniale. Quoi. Moi, je trouve que ça, c'est un bel objet d'art en plus. Même 500 000 francs. Il y a 500 000 francs là-dedans. Yes. La Banque de France vous remercie d'avoir participé activement à la mise en place de l'euro. Aux invités, même aux invités, au top même. Il ne faut pas donner ça à n'importe qui. Et alors, vous êtes un habitué du gag. Il conclut, c'est Isabelle la catholique et tout. Et Bruno Masdur pour Mon Chat. C'est quand même extraordinaire. Alors c'est le même principe que ce que fait Claude Sérillon. Je savais qu'il ne serait pas d'accord. Non mais c'est un lexique et c'est un dictionnaire avec combien d'entrées, Bruno ? 66 mots, oui. 66 mots. C'est une récréation, c'est une commande d'un éditeur, mais ça m'amuse. J'adore les chats, donc depuis toujours. Hein, c'est un exercice de style. Depuis toujours. Messieurs, madame, qu'avez-vous entendu de ce qu'ont dit ces deux journalistes ? C'est embêtant. C'est embêtant. J'ai bien relevé effectivement ce truc, ce désir de solidarité des journalistes pour amener une question à obtenir une réponse par rapport à une question. Je trouve ça l'essentiel en fait Enfin, c'est basique. Moi, il y a une chose qui me frappe, c'est qu'on a à peu près le même type de problème. C'est-à-dire qu'il y a une confusion entre l'événementiel et l'information et aussi la création. En fait, tout doit être archi-visible et donc elle doit être consommée très rapidement et donc voilà. Donc on se retrouve un peu pris en otage dans cette chose-là. Mais en même temps, ça crée aussi un bon système de résistance et aussi de trouver des tas de choses pour inventer. Résistance, c'est Noël Mamère, ça. Vous avez des spectateurs actifs. La différence, c'est que vous avez des gens qui font l'effort de venir au théâtre, donc qui s'intéressent à la pièce, à Shakespeare ou aux acteurs. Nous, ce sont des gens totalement passifs. Ils ouvrent le poste, ils s'assoient, et puis ça les intéresse pas. Ils ferment, ils passent à autre chose. Donc, c'est pas la même chose. Oui, mais ce qui est rigolo, c'est qu'hier, je suis allée à Aulnay, dans une classe, et en fait, les mômes me disent toujours « Mais vous comprenez, madame, ce qui est super au cinéma et à la télévision, c'est qu'on s'assoit, on n'a rien à faire. Alors qu'au théâtre, c'est plus compliqué. » Donc, ils ont tellement envie. Ça me parle aussi de liberté, justement, en fait, l'autocensure, c'est un enfermement, quoi. Quand il n'y a pas de censure directement mise en place et que même l'autocensure, ça peut être suivre des modes de vocabulaire. Quand on entend parler de la France d'en bas pendant très longtemps, tout le temps, la France d'en bas, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'on dit les pauvres ? Est-ce qu'on dit, ou alors de dire les sans-papiers, ou alors les immigrés clandestins ? Donc, suivant qu'on est de gauche, on va dire les sans-papiers, de droite, les clandestins. Les minorités visibles. Discrimination positive, ça m'a toujours... J'imagine qu'ils y sont dans votre dictionnaire, tous ces mots. Alors, discrimination positive avec la musique. Ayin Aleph, deuxième extrait de son album, I Came. I came, I know I shouldn't do. I gave one the rest of lives for you. I prayed I would one day meet you. My hopes are bleeding
the shades of my days, I'll blow in your ears. Will you find me? One day, silence. One day, you'll search my presence. You'll see nobody answers you. You'll see how it feels to be alone. When I leave the years with the pains of my lives, I will still loving you. Will you find me when I come in your dreams with the shades of my days? I'll blow in your ears. Will you find me? I came, I know I shouldn't do. Aïn Aleph. C'est la fin de cette émission. Merci madame, merci messieurs. Je voulais simplement vous signaler sous la direction d'Olivier Lecourt, Grand Maison 12 France, rafle, rétention, expulsion, c'est au Seuil, avec le réseau Éducation sans frontières. Donc ça s'appelle 12 France. Vous aurez bien sûr toutes les informations et des extraits de texte sur le blog de l'émission. Je voulais vous signaler aussi la publication des lettres de la correspondance de Céline dans la collection La Pléiade. Ça vaut son pesant de caniche. Un très beau texte sur le handicap, le fils du printemps chez Métayer du Brésilien Cristóvão Teza. Et puis, puisque c'est l'époque, si vous avez envie de faire un cadeau de Philippe Contincini, Sensation 288 recettes de pâtisserie, avec des textes de Philippe Boé. C'est chez Minerva, vous verrez tout ça sur le blog de l'émission. Je voulais vous signaler que Lionel Trouillot, qu'on a reçu il y a 3 semaines maintenant dans un carnet de route au Liban, a reçu le prix Wepler. Et je vous signale que la semaine prochaine, nous aurons aussi un deuxième carnet de route au Liban, la culture, le cinéma, la photographie. Voilà. Et je voulais vous signaler, je vous le disais il y a une seconde, que le blog est réactivé et vous pouvez voir des choses étonnantes sur le blog, des comportements hors caméra, par exemple, des guignolos qui sont sur le plateau, ou en tout cas certains d'entre eux, mais plus... Guignolos, c'est forcément les journalistes. Voilà, simplement, bon, par exemple, on demande en général à nos invités quels sont leurs mots préférés. Regardez ce que nous disaient Toreton et Note, par exemple, et les autres, il y a quelques semaines. Vous retrouverez ceci sur le blog. À la semaine prochaine. Bonsoir, merci. Il y a peut-être un mot qui me touche particulièrement, c'est le mot bidule, par exemple, bidule, parce que ça ne signifie tout à fait rien, mais la sonorité du mot est assez jolie. Bidule. J'aurais envie de dire merde, mais c'est un peu facile. J'ai que des signes. Ça peut être signe. Mais j'aime bien ce mot-là parce qu'il est synonyme de tellement d'ambiance, de coulisses. Le son est assez agréable à prononcer. Il provoque dans les mandibules un effet, je dirais, je sais pas, savoureux, succulent, croustillant. Ça me plaît assez. Bidule. Voilà, ça ne signifie rien, ça n'a aucun sens.
En tout cas, c'est un mot qui a à voir avec ma vie, avec la peur, avec la nuit. Donc il convient bien, je trouve. Bidule. Bidule. Merci. Agir, parce que je pense que c'est l'essentiel finalement et que c'est très difficile ton truc. Et puis quand l'accordéoniste s'est arrêté, ils sont partis. Le soir tombait dessus la piste, sur les gravats et sur ma vie. Il était redevenu tout triste, ce petit bal qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant de lumière avec eux dans la rue. Alors la belle affaire, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'on était heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien.